Hey, bienvenue au podcast de la semaine. Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 138. 138, Benz. 138. Une petite semaine de films pour moi. Moi, j'ai pas de film majeur non plus, mais tous des films que j'ai bien appréciés, fait que ça va être le fun d'en jaser. Avec le fun d'en jaser. Moi, je vais avoir un grand bloc quand même de Star Wars. Ça j'ai hâte de t'en jaser. Je suis un grand fan de Star Wars, comme tu le sais. Mais avant tout, j'ai regardé deux nouveautés Netflix. Une très attendue qui était à Cannes, me semble, si je me trompe pas. Je crois que oui. May December, ouais. Ouais. Mid-December de Todd Haynes. Si tu veux, je peux commencer avec ça, justement. Absolument, absolument. Parce que c'est mon coup de cœur de la semaine. En fait, j'ai un autre coup de cœur, mais ça, je vais t'en parler plus tard. Mais c'est mon grand coup de cœur de la semaine, May-December. Je m'attendais pas à grand-chose, en fait, mais j'avais vu des critiques qui étaient assez élogieux là, sur ce film-là. Tu sais, on Puis parle Todd, de Bergman aussi en termes de exact, référence, fait que tu sais, c'est pas rien, là. ouais, ouais. Puis tu sais, c'est Todd Haynes, moi, j'ai juste vu Carol de lui. Euh, C'est j'ai excellent. Dark Water, mais je ne l'ai jamais regardé. Je voulais le regarder cette semaine. Finalement, ça m'est passé, ça m'est passé au-dessus de la tête, Benz. Mais j'aurai eu l'occasion de le regarder un autre jour. May-December, oui, moi, Carol, j'avais aimé ça, mais j'avais trouvé ça quand même long. C'était quand même redondant des fois. Puis, Ben, c'est un film qui est froid aussi, hein. Tu sais, il y a de l'émotion, oui, mais c'est comme vraiment à distance un peu, là. exact. Exact. Ce qui, je trouve, qui est tout le contraire de May-December, dans le sens que le sujet, tu sais, ça reste que Todd Haynes, j'ai l'impression que tous ces sujets de films sont assez chauds, là, sont assez, tu sais, c'est des opinions divergentes que les gens vont avoir dessus, puis tu sais, ça peut même aller vers le tabou, là, carrément. Ben, Mid-December, c'est carrément parler d'un tabou assez scandaleux, puis, tu sais, les gens veulent pas en jaser, là, de ces histoires-là, mais ben, on en jase souvent parce que ça arrive souvent. Dans le fond, c'est. Ben, je vais tout de suite te faire le résumé là, du film. Ben, pas le résumé en tout, mais le petit synopsis. Natalie Portman, qui joue Elizabeth, une grande actrice du moment, qui est reconnue par tout le monde dans la rue. Elle se fait souvent sourire, regarder. Hey, regarde, c'est elle. Donc, une grande actrice qui va jouer le rôle d'une femme qui est interprétée par Julianne Moore. Puis cette femme-là, dans le fond, dans les années 90, entre 92 et 94, je ne me trompe pas là, de ce qu'il dit dans le film, elle aurait eu, dans le fond, elle aurait été victime d'un scandale. Ben, en fait, c'est comme elle qui a provoqué ce scandale-là en ayant une relation avec un jeune homme. Puis c'est un jeune garçon, là, de 13 ans. Fait que c'est oui, fait que c'est assez. Puis dans le fond, ce jeune homme-là, ben, ils ont quand même continué leur relation. Puis là, c'est le père de trois de ses enfants. Mais quand elle a eu justement cette espèce de. Ben, quand elle a eu cette relation-là avec lui au début, elle était déjà mariée à un homme, puis elle avait déjà plein d'autres enfants. Fait que, tu sais, ça se retrouve à être une famille recomposée, mais comme extrêmement grande. Puis assez malaisante, là, vu que le jeune, ben, son mari, dans le fond, du moment, il avait 13 ans là, quand ils se sont rencontrés. Fait que c'est un peu. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est un sujet assez tabou, un peu. Ça se discute pas vraiment. Mais le film, je veux dire, les acteurs sont incroyables là, dans le film. Nathalie Portman, c'est pas mal sûr qu'elle va être nominée aux Oscars. Et aussi, le jeune qui joue, dans le fond, je me rappelle plus vraiment de son nom. Je pense que c'est Joe. Euh, qui joue Joe, c'est Charles Melton. Euh, lui, je ne sais pas si tu l'as déjà vu dans un film. Je sais qu'il a joué un petit. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je l'avais connu dans la série Riverdale. Il jouait. C'est-tu Richie, son nom? Quelque chose comme ça. Reggie. Euh, Reggie. Reggie, ouais, Reggie. Puis, ben, très bon acteur aussi dans Riverdale.
c'est sûr que Riverdale, ça venait un peu au même, là, quand t'écoutais les 5 premières saisons. T'es un peu tanné. Mais il a joué aussi dernièrement dans Bad Boys for Life, qui est un peu plus un film blockbuster. Sinon, j'ai pas vu ses autres films. Main Screen avec Andrew Garfield, je l'ai pas vu. Sinon, il a fait un film d'amour aussi, là, The Sun is Also a Star, que j'ai pas vu. Il joue dans un clip de Ariana Grande. Ah! Ouais. Ben, Christy. Mais bref, tout ça pour dire que, selon moi, May December, ça va probablement être le film qui va le propulser, là, quand même un peu plus loin. Je pense que il va probablement être nominé, là, peut-être en second rôle là, aux Oscars. Parce que, écoute, il y a une scène incroyable là, parce que il fait juste. Ben, je veux pas spoiler le film ni rien, mais comme il y a une grosse discussion là, avec sa femme, puis le film joue avec plusieurs points néfastes là, d'une relation toxique. Tu sais, dans le fond, Julianne Moore, elle peut bien dire qu'elle est en amour et tout, mais ça reste une personne extrêmement toxique, puis comme pour l'environnement de sa famille et de son amoureux. Fait que, à quelque part, t'es comme pogné entre le désir de dire que oui, c'est de sa faute, elle a tout provoqué ça, puis l'autre désir de dire ben les gens veulent l'aider, fait que c'est normal que tu sais. Fait que c'est un peu la question à savoir est-ce que l'amour peut être une raison valable de justement commettre des actes scandaleux comme ça, ou bien ça reste que l'amour, ben les gens ils s'en servent des fois juste pour comme prouver un point qui est inexistant, là, dans le sens que tu peux pas faire des affaires de même si t'es amoureux, ça se fait pas. T'sais. Fait que, ben ça, mais le film a de grands moments quand même durs, quand même rough. Là. Faut être dans le mood. Faut être dans le mood, je pense, pour écouter ça. Je te dirais pas que ça va jusqu'au point d'être comme du Lars von Trier. Là. C'est pas c'est pas des sujets tabous puis dégueulasses mis à l'écran comme ça, mais ça reste un sujet tabou puis dégueulasse que ça arrive là, dans la vie. Il y a plusieurs situations comme ça. Là. Mais tu sais, Nathalie Portman, dans ça, c'est une actrice qui va jouer la vie de cette femme-là, dans le fond. Oui, dans le fond, c'est ça. Nathalie Portman, elle se rapproche de cette famille-là, ben, de Julianne Moore surtout, parce qu'elle va interpréter le rôle de Julianne Moore dans son film qu'elle va tourner. Fait que, dans le fond, elle s'émisse, si tu veux, dans leur vie. Puis là, elle commence à poser des questions. Puis là, elle commence à remettre en question des choses. Puis elle va aller rencontrer son ex-mari. Elle va aller rencontrer Parce que, dans le fond, Julianne Moore, elle, ça paraît que c'est une femme un peu perturbée. Là. Elle est comme... elle n'est plus là pantoute. Mais sa job, c'est de faire des pâtisseries pour son voisinage. Là. Puis là, ses voisins, ils achètent toujours comme des pâtisseries. Puis un moment donné, elle a une discussion avec son voisin qui est aussi avocat, si je ne me trompe pas. Parce que c'est comme lui, à ce moment-là, qui l'a aidé là, quand il s'est fait accuser de ce crime-là, d'avoir une relation avec un jeune homme mineur. Ben là, lui, il raconte, Nathalie Portman, elle demande pourquoi vous acceptez d'acheter encore ces pâtisseries, puis tout. Puis là, il dit juste, ben, on veut aider. On la sent comme triste, on fait ça pour elle, mais c'est des gens que tu te dis, OK, ils se cachent en dessous de la roche, ils cachent dans le fond. Ben, c'est un peu, ben là, je dis pas, c'est ça qu'on fait toujours, là, je pense, depuis MeToo aussi, ça s'est révélé, là, ces espèces de situations-là un peu, ben, tu sais, je dirais pas ridicule, mais c'est quand même c'est interdit, là, par la loi, mais je pense, c'est ça, comme je disais, l'amour fait en sorte qu'on cache un peu l'espèce d'effet que ça se fait pas, tu sais. Mais ce film-là, je pense qu'il reflète bien là, cet esprit-là. Puis il y a un gros punch à la fin, là, que je dirais pas, mais moi, j'étais surpris. J'étais comme, aïe, aïe, OK. Ça veut dire qu'il était vraiment jeune. Fait que, c'est un peu bizarre parce que le gars, il a le même âge, mettons, dans le film. Bon, c'est sûr, Nathalie Portman apparaît quand même plus vieille, là, mais elle a dit qu'ils ont le même âge. Puis, il y a déjà 3 enfants, genre, qui finissent leur secondaire. Là, fait que c'est un peu.
Tu sais, c'est un peu bizarre là, quand tu regardes ça, mais c'est ça. Moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas, le jeu des acteurs là, pour interpréter justement ces rôles-là, puis mettre en contexte aussi cette histoire-là. Ça doit pas être facile là, en tant qu'acteur. Impressionnant. Tu sais, quand il parle de Bergman, c'est-tu à cause de la notion du double qu'elle elle va comme jouer l'autre personne, fait que c'est comme s'ils deviennent un ou ça n'a pas rapport Ouais. avec ça? Ouais. En fait, t'as une grosse scène très, très puissante qui rappelle Persona, où est-ce que les deux, ils font juste comme se maquiller ensemble devant le miroir, puis à la fin, t'as un grand... comme dernièrement, je pourrais dire, ça rappelle un peu la scène à la fin de Pearl, quand t'as une espèce de un gros, euh, euh, un gros résumé, là, pas un résumé, excuse. Voyons, j'ai oublié le mot. Un, euh, un texte solo là, qu'elle dit devant, j'ai oublié le terme, Ah, mais un monologue. un monologue, oui, c'est ça, merci. euh, tu sais, t'as un grand monologue de Nanny Portman, il n'est pas aussi long que dans Pearl. Là. Elle ne parle pas pendant 15 minutes, mais tu te regardes vraiment dans l'écran, puis c'est comme elle qui se regarde dans le miroir, là, qui parle, puis elle s'imprègne de ce rôle-là, puis c'est vraiment. Tu la sens que ça la ronge, de jouer ce rôle-là, mais c'est son métier. Puis comme c'est un peu le jeu d'acteur qu'on appelle. Avec le studio, là. Oui, c'est ça, l'acteur studio là, qui vont vraiment s'imprégner de la personne réelle pour s'immiscer dans le rôle. Ou bien, même si c'est pas une personne réelle que tu joues, mais mettons tu joues un pédophile, ben là, tu vas comme vraiment rentrer dans le personnage d'un pédophile, puis aller il y a des scènes où est-ce que elle s'en va à l'école secondaire pour aller parler devant les jeunes, dans une classe d'art dramatique. Mais tu la sens, elle rentre dans l'école, puis là, elle commence à regarder les jeunes, puis comme, on dirait, tu sens qu'elle se retrouve quand même dans le rôle de la personne pédophile, là, entre guillemets, qu'elle va jouer. Puis, là, c'est un peu malaisant comme scène, mais tu te dis, OK, quand même, ça fait ça pour son rôle, mais en même temps, elle a du plaisir de faire ça, fait que c'est un peu bizarre. Fait que, mais c'est ça, mi-décembre. C'est sur Netflix, je vous le conseille. Moi, je m'attendais pas à aimer autant ça, mais j'ai quand même aimé ça. Tu sais, j'ai pas adoré ça, là. Je peux pas dire que c'est comme le style de film que j'adore, mais parce que, tu sais, Todd Haynes, il y a aussi une façon de réaliser que, tu sais, c'est assez sobre, là. Tu sais, la réalisation, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans, je trouve, mais... euh, mais le contexte, là, c'est surtout ça qui est le fun et qui tient en haleine jusqu'à la fin. Là. Il y a comme une espèce de tension dans le scénario. Le scénario, il est linéaire, mais ça reste que la tension est là du début à la fin. Tu as comme un mystère que tu te demandes comment ça va finir toute cette histoire-là. T'sais. Fait que non, je vous le conseille. Je vous le conseille à tous. Une chose à savoir, par exemple, il est juste en anglais sur Netflix. Il y a des sous-titres en anglais, là, mais si vous comprenez l'espagnol, vous pouvez le mettre en espagnol. Mais tu sais, Todd Haynes, c'est un grand cinéaste, fait qu'on se trompe pas de toute façon. Fait que, checkez Oui, ça. ben écoute, il a déjà gagné un Oscar, hein, je pense, pour Carol, avait-tu gagné un Oscar? Non, je pense pas. Ah, ok. Bon. Ben, laissez faire. Ah, puis il y a un sujet aussi, un petit point de fun là, à savoir. Dans les producteurs, il y a beaucoup de producteurs là, du film, dont Nathalie Portman, mais aussi Will Ferrell. Ah oui, Donc, ok. on va savoir pourquoi Will Ferrell a produit ça. J'ai aucune idée. Euh, mais c'est comique à savoir. C'est un petit fait, un petit fait croustillant. C'est le fun. Oui, mai-décembre. Moi, je prends avec mon coup de cœur de la semaine, qui Ben oui, vient vas-y. en duo parce que j'ai comme un film qui va résonner avec un autre. C'est Félix et Mera de Maxime Giroux. Oui. Quand t'as vu au PCTQ avec moi au PCTQ, puis là, je l'ai réécouté cette semaine parce que sur Crave, ils ont rajouté Mhm. comme plein de films québécois plus vieux puis plus récents aussi, dont Ah, Félix et Mera. c'est-tu à cause du festival là, du cinéma québécois? Je pense, mais je sais pas pourquoi, je pense pas. Parce que c'est des films qui ont juste pas rapport avec ça. C'était genre Ah, ok. Le Sphinx de Louis Saya que j'aimerais ça regarder, qui l'ont ajouté. C'est un film des années 90, je pense, qui est comme Ok. difficile à trouver. Il y en a une couple comme ça, fait que checker ça, ça vaut la peine, c'est le fun. Ah, ben, J'ai intéressant. Parce que réécouté. je me rappelle, j'avais vu
une sélection là, des anciens gagnants du cinéma, puis du festival là, du cinéma québécois. Puis, Ah ben peut-être que c'est un ancien gagnant, je sais pas. Je me souviens plus s'il avait gagné ou pas. hmm. Mais Félix Semera, c'est un film qui me rappelle The Graduate parce qu'il va chercher ça n'a pas Hmm. la même portée sociale que The Graduate, mais ça va chercher des références, puis surtout la fin, c'est à peu près la même chose, tu sais. OK. C'est l'histoire de Martin Dubreuil, qui s'appelle Félix, je sais pas trop quoi, que son père, au début, il meurt de l'Alzheimer, je pense, puis il a comme oublié t'as qui, puis il a pas une belle relation avec son père, puis lui, c'est un artiste un peu tourmenté, qui sait pas trop où il s'en va, puis il est perdu dans la vie. Puis là, il habite dans un quartier où est-ce que tu as plein de juifs assidiques, tu as une communauté qui est là, puis il y a toujours une femme qui marche avec son bébé, puis il essaye de se mettre ami avec, mais sauf que, tu sais, elle a pas le droit de le regarder, puis tout, puis, mais elle, de son côté, est comme tourmentée parce qu'elle trouve pas sa place dans sa communauté, puis c'est comme si elle se sentait aliénée ou un peu écrasée, puis elle avait pas de liberté. Hmm. Elle est comme à la recherche de ça, sauf que si elle veut s'émanciper, mais elle perd toute sa famille, puis elle perd tout, fait que c'est comme le choix déchirant à faire entre les deux. Puis là, ils vont commencer à se mettre amis, puis en cachette, ils vont se voir parce qu'elle n'a pas le droit de le voir, tu sais. Euh, puis c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est juste cette affaire-là, puis ce choix déchirant-là qui doit être fait, à savoir, est-ce qu'elle elle va rester dans sa communauté de juifs ou elle va aller vivre avec son ami qui a quand même de l'amour un peu, mais c'est un peu bizarre comme relation aussi, là. Comme un peu de Graduate, la fin, tu sais, il y a de l'amour entre les deux, Ouais. mais y a-tu vraiment de l'amour? Tu sais, c'est juste une espèce de fuite, puis c'est un symbole d'émancipation, mais qu'au final, quand tu t'es émancipé, est-ce que tu t'es vraiment émancipé ou t'as juste tout perdu ce que tu avais déjà, puis là où tu t'en vas après, c'est comme un vide de néant, tu sais. Ce qui est Hmm. intéressant, tu sais. Puis ce que j'ai aimé dans le film aussi, c'est que tu sais, ça aurait été facile de montrer la communauté juive assidique en disant que c'est une manière de vivre qui est un peu rétrograde, puis tu sais, ça écrase les femmes qui n'ont plus de droits, mais c'est pas de même, c'est vraiment un portrait de ça, puis tout le monde est vraiment humain, même le mari qui a l'air un peu méchant, est pas méchant, c'est juste que dans la communauté, ça fonctionne comme ça. Ouais. Puis tu sais, mais il va voir le Martin Dubreuil à un moment donné, puis il dit hey, regarde, si elle part avec toi, là, genre, je veux juste qu'elle soit heureuse, puis j'en prends soin, là, tu sais, c'est pas des gens qui sont méchants, tu sais, c'est juste. Ben, ils ont une façon de penser, tu sais, puis Ben, c'est ça, c'est tu sais. leur religion, tu sais, c'est leur façon d'être, là. Puis je trouve que c'est montré avec beaucoup de respect, puis je trouve ça vraiment pertinent de montrer ça. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun, puisque tu sais, c'est une communauté, c'est à Montréal, c'est dans un quartier, Ouais. où que c'est deux communautés qui sont tellement différentes, puis qui cohabitent, mais qui cohabitent pas vraiment, parce qu'ils sont juste là, puis ils se parlent pas tant, puis c'est ça que je trouve ça bizarre, tu sais, mais c'est intéressant de montrer cette dualité-là euh, dans le film, tu sais. Mais tu sais, mettons, en termes de réalisation, c'est sobre aussi. Tu sais, je te dirais, je veux pas comparer à Today's, mais je pense que c'est un peu dans le même genre, où est-ce que tu sais, c'est vraiment dans le quotidien. Puis c'est Mhm. pas. Il y a une belle esthétique, mais c'est pas un film très esthétique non plus, là, tu sais. Et puis c'est ça. La fin, c'est beau, tu sais, ça me rappelle The Graduate. Puis c'est bien beau. Mais admettons, t'avais vu les autres films de Maxime Giroux. Je pense que t'avais vu La Grande Noirceur, non? J'ai vu La Grande Noirceur, j'ai pas tellement aimé ça. Non? C'est pas pareil, c'est plus pété, La Grande Noirceur. Ouais, puis Norbourg. T'avais-tu vu Non, je l'ai Norbourg? pas vu encore, non. Je suis Et- intéressé, mais je l'ai pas vu encore. Mais il a fait quoi Ouais. d'autre, Maxime Giroux, à part ça? Ben là, je sais que son prochain film, c'est un film canadien-américain, là. C'est In Cold Light, dont notre Ok. ami Red a travaillé sur le tournage. Ah oui, oui, il était parti en Alberta, je pense, Ouais, hein. en Ouais, ouais. Alberta. Fait que ça va être quand même intéressant de voir ça. C'est comme un peu son passe-droit, là, un peu vers les Américains, comme on dit. Mais je ne sais pas où ça va mener. Mais justement, In Cold Light, ça va mettre en vedette le Micah Monroe qui jouait dans It Follows. Ok. Puis Troy Couture qui a gagné l'Oscar là, du meilleur second rôle pour Coda. Oui, ok, ouais. C'est un acteur muet, là, sourd et muet. Ouais. Fait que Hey, ça d'ailleurs, It semble Follows, intéressant. ils ont annoncé Day Follows une suite. Ah oui, Ouais, Colin, c'est de le j'ai hâte de fun. voir ça. J'avais Mais bien vois-tu, aimé. je pense qu'il a réalisé la dernière saison de Plan B, Maxime Giroux. OK. Ensuite, il a fait La Grande Noirceur en 2018, Félix Semera en 2014, La Tête en bas, un court-métrage, Joe pour Jonathan en 2010. C'est son premier long-métrage. Fait que, c'est-tu ta vie, ça, c'est quoi? C'est peut-être ma vie, puis je le sais pas. Ok. Mais je vois aussi, il a fait Demain en Demain. 2008 Ah non, ok, je vois pas. Non, avec tout pas voir. Eugénie Baudry. Ça a Ok, l'air c'est son d'être un premier long long métrage, métrage, ça c'est ça. aussi. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça, c'est son premier. Je sais pas à quel point c'est bon, là.
Je sais pas, mais tu sais, il y a une belle vision, je trouve, avec Maxime Giroux, c'est le fun. Tu sais, La Grande Noirceur, c'est encore avec Martin Ouais, Dubreuil, puis c'était un gars qui s'en va comme dans le sud des États-Unis. C'est un genre de clown, puis il se fait pogner dans une affaire. Mais c'était très comme. Colin. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, puis j'ai pas tellement aimé Puis, ça, là, mais en tout cas. mais Martin Dubreuil, il y a quand même un casting assez intéressant. Là. C'est lui qui joue souvent justement les méchants là, dans l'histoire. Comme le 7 jours du talion, c'est lui le tueur, le pédophile. Il jouait aussi dans. Je sais pas si t'as déjà vu le film La Run. Non, Il j'ai joue pas un vu. Christy de gars sur le crack. Là. Il est vraiment fucké. Mais justement, j'ai tapé. Ça joue à Radio-Canada, je pense que c'est cette semaine. C'est euh, c'est quand même récent comme film, mais à tous ceux qui ne me lisent Oui, pas, oui, le poète, là, ouais. Ouais. ouais, c'est sur le poète. Puis ben, ça a l'air vraiment intéressant comme film. Je suis curieux de voir ça. Mais tu sais, Martin Dubois, c'est un très grand comédien, très très bon, là. Oh, ouais. Mais tu sais, en parallèle de ça, j'ai Très regardé The fort. Graduate aussi parce que ben, c'est un de mes films préférés. Puis je trouve que c'est un des meilleurs films qui a jamais été fait dans la vie, là, tu sais. Hmm. Puis juste pour pouvoir comparer, voir des petites ressemblances. Puis tu sais, The Graduate, ben, je sais pas si j'ai besoin d'en parler. J'en ai déjà tellement parlé dans le podcast. Dustin Hoffman. Le film qui a lancé Dustin Hoffman, qui a une portée sociale incroyable parce que ça Ah paraît oui. pour une génération complète. C'est le film avec Bonnie and Clyde qui a parti aussi le Nouvel Hollywood en 77, qui va résonner avec un autre film que j'ai regardé aussi plus tard que j'en parlais, là. Mais Ah! ouais, ça va résonner les années Je 60 l'ai pas aussi, vu. parce que c'était comme une libération puis tout ça, puis qui se passe en Oui. France un peu partout. Fait que c'est ça. En tout cas, The Graduate, j'en ai déjà assez parlé. Checkez ça, c'est malade mental, Ouais, là. mais tu sais, c'est aussi un film qui influence beaucoup de films là, à travers tout le cinéma, que ce soit international ou hollywoodien. Là. Oui, absolument. Absolument. C'est des thèmes qui vont revenir aussi assez récurrents là, dans l'avenir du cinéma là, après The Graduate. Là. Oui. Ouais. Ouais, ça. Checkez ça. Mike Nichols. Mike C'est quoi le film de Mike Nichols. Nichols qui a fait aussi? C'est-tu Closer qui a fait? Ouais, Ok, Closer. c'est ça, ouais. Closer avec qui? Natalie Portman. Nathalie Portman, tout est dans tout. Jude Chris Law. Hemsworth, Très bon aussi, Jude Closer, Law, tu sais. Jude Law, Clive Owen. Ouais. Julia Roberts aussi. On fait, on fait un petit switch à Julia Roberts. Ça te tente-tu? Allons-y, allons-y. On va parler de Julia Roberts parce que j'ai regardé la nouveauté de cette semaine sur Netflix. Je le sais que je parle souvent contre Netflix, mais je le regarde quand même. Ah, mais il y a quand même des bons films récemment sur Netflix qui sortent, là. Ouais, ben, c'est des films qui semblent intéressants de prime abord. Puis après ça, ben, tu le regardes et tu te dis, ouais, c'était ordinaire comme film. Puis c'est ce qui m'est arrivé avec la nouveauté de cette semaine. Euh, c'est Leave the World Behind. Donc, Le Monde après nous. Je me rappelle bien, en français, c'est ça. C'est un film qui n'est pas court, là. C'est quand même 2h20 comme film. J'ai trouvé ça quand même assez long. Moi qui adore les films longs, là, j'ai trouvé que c'était long pour rien. En fait, c'est un film qui met de l'avant une idée assez cliché là, qu'on a déjà vu souvent. C'est Julia Roberts qui va dans un chalet pour le week-end avec son mari Eden Hawke et ses deux enfants. Ils s'en vont profiter là, d'un week-end dans un chalet en campagne, toute la kit. Puis là, ils s'en vont à la plage à un moment donné. Puis là, il y a un gros bateau qui s'échoue sur le rivage de la plage. Puis là, tout le monde capote, tout le monde court. Puis là, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est un peu loufoque là, au début. Il y a un gardien de sécurité qui dit ils ont perdu le satellite. Là. Il n'y avait plus de repères. Fait que là, tous les bateaux se sont échoués sur le rivage. Puis là, ils trouvent ça bizarre, mais pas tant que ça. T'sais. Ils retournent au chalet, puis là, leur petite fille, elle tripe sur Friends. Puis là, elle est rendue au dernier épisode, mais elle ne peut pas l'écouter parce qu'il n'y a plus de réseau. Puis là, il essaie de faire des recherches sur ce qui s'est passé à la plage. Puis là, il n'y a aucun réseau, il n'y a plus rien qui marche. Fait que là, ça cogne à la porte. Il est genre 9h le soir. Là. Puis là, ils s'en vont répondre. C'est Marshala Ali qui se tient devant la porte avec sa fille. Puis ça semble un peu bizarre leur affaire. Il est en complet, il est comme en smoking. Puis là, il demande s'il peut rentrer parce que c'est lui qui est le propriétaire du chalet. Dans le fond, c'est lui qui leur a loué le chalet. Sauf que là, il n'y avait plus de réseau. Puis là, il était comme perdu un peu à New York. Puis là, il y avait du trafic. Fait que là, il disait je peux. On pensait qu'on pourrait peut-être venir habiter ici pour le week-end. On ne va pas vous déranger, tout. Fait que là, au début, Ethan Hawke, lui, il joue
un gars assez sympathique là, qui laisse rentrer tout le monde dans sa vie. Là. Puis, tandis que Julia Roberts, elle est plus réservée, elle est un peu, c'est quelqu'un qui stresse, qui panique pour rien. Fait que là, elle commence à se poser des questions sur, justement, il s'appelle George, Mahershala Ali, puis sur ses intentions. Puis là, il y a toujours une espèce de petite vibe un peu mystère, à savoir, OK, qu'est-ce qui se passe réellement, tout le monde est un peu suspect dans cette histoire-là. Fait que là, ils vont comme cohabiter ensemble, ils vont se rencontrer, puis tout, puis là, ils vont, de plus en plus que les jours avancent, de plus en plus qu'ils vont voir que le monde est en train d'échouer, les gens commencent à paniquer, puis toute l'équipe, fait que ça devient un peu un film de survie, survivre avec des inconnus. T'as Kevin Bacon qui va jouer une espèce de voisin un peu plus loin, là, qui va, lui, c'est un je dirais pas un redneck, là, mais c'est un chasseur, puis là, il croit en le fait que c'est une guerre que les Coréens attaquent, attaquent le pays, puis là, c'est le bordel de même. Mais, je trouvais que le film. Mais la fin, je trouve ça plate, là, comme fin. Elle n'était pas très bonne. Puis, dans le fond, il n'y avait rien de surprenant avec la fin. Mais le film, il était le fun. Les acteurs étaient tous bons. C'est juste que moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'était pratiquement la même chose que Don't Look Up, mais avec une réalité un peu plus. Avec une signification un peu plus réaliste. Là, Don't Look Up, c'est vraiment la fin du monde avec une météorite. Là, tu es comme dans le mystère, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Même des fois, je trouvais que ça me faisait un peu penser au dernier film là, de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, avec Dave Bautista, où est-ce que là, c'était des gens qui prenaient d'assaut un chalet là, avec une famille. Puis là, ils disaient c'est la fin du monde, on va tous mourir si vous faites un choix, puis toute l'équipe. Je trouvais que ça ressemblait un peu à ça. Mais c'est ça, sans peut-être l'espèce de vibe un peu horreur là, de Night Shyamalan. Là. Ça avait plus une vibe, une tension, un C'était-tu thriller. comique ou c'était zéro comique? Là? Non, non, c'est ça, c'était zéro comique. La grosse différence avec Don't Look Up, c'est que c'était zéro satirique, zéro. Ben, tu sais, t'as le personnage d'Ethan Hawke qui agit un peu de façon ridicule. Des fois, là, il est un peu. Surtout au début, là, il est comique, lui, plus. Mais sinon, le film, il rentre assez vite là, dans l'espèce de drame climatique, là, genre une espèce de. C'est la fin du monde. Là. Mais tu sais, t'as le personnage de Mahershala Ali qui est quand même intéressant, parce que tu vas douter beaucoup de lui, puis à la fin, ben, c'est ça, tu vas connaître vraiment le personnage à fond. Tandis que tu sais, t'as un personnage comme Kevin Bacon qui est assez à part, que tu vois de temps en temps, mais t'es pas trop sûr. Il a l'air suspect, puis tout. Mais tu sais, je trouve que le film était extrêmement long pour rien. Pour finalement avoir une fin assez pourrie. Là. Mais c'est ça. C'est un film quand même le fun. Là. Vous le regarderez. Si vous avez Netflix, c'est gratis. Fait que. mais ce qui m'a déplu aussi, là, c'est l'espèce de. C'est la qualité de l'image. C'est comme un film. T'as comme le contraste dans le tapis, là, puis les contrastes de couleurs là, sont comme vives, vraiment fortes, puis écoute, ça me faisait mal aux yeux des fois. Là. Bizarre. C'est comme trop Ouais, saturé. ouais, c'est ça, la saturation est à fond, genre, dans le tapis, puis je trouve ça un peu bizarre, tu sais, puis en tout cas, j'ai pas tant aimé. C'est un film de Sam Esmail. Ouais, Esmail. Je connais pas, tu sais, je connais pas tant. C'est-tu son scénario ou c'est une commande, tu penses? Ben écoute, ça, c'est un scénario de lui, mais à l'origine, c'est Ruman Hallam. Puis je pense que ça, c'est basé sur une nouvelle, là. Ouais, c'est le roman de Roman Adam, Ouais, c'est ça. Leave the World Behind. Fait que peut-être que lui, Sam Esmail, il l'a comme réécrit pour le film, là, mais Ah, mais je sais vois-tu, pas à quel point. Sam Esmail, il est producteur sur Mr. Robot. Ah, ok. Ouais, t'as une petite vibe un peu à la Mr. Robot. J'ai pas fini toute la série, là, mais on peut voir une espèce de petite vibe de comment les dialogues sont interprétés. Là. Ah, c'est bizarre. Barack Obama, executive producer, Bon, ouais. il se lance dans le cinéma. Barack se lance dans le cinéma. En tout cas,
Fait que c'est ça. Fait que c'est un film le fun, mais tu sais, c'est ça. T'as comme plusieurs points du film où c'est pas nouveau, tu sais, puis c'est des mystères, tu sais, comme, mettons, il y a plein de chevreuils puis de caribous, genre, qui arrivent dans leur jardin, puis ils font juste les observer, puis là, c'est un peu bizarre, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, c'est du déjà vu, ça aussi, là, les animaux qui capotent, puis toute l'équipe. Fait que, tu sais, je trouve que rendu là, il n'y a rien de nouveau, fait que c'est un peu plate, là. Je m'attendais quand même à un film, surtout avec les acteurs qu'il y avait là, je me disais, OK, les acteurs ont accepté de jouer dans ce film-là. Il y a quelque chose quand même de nouveau. Là. Donc, Look Up, au moins, il jouait sur la satire de l'histoire de ce qui se passe. Tandis que là, c'est juste un film fucké pour être fucké, puis au final, c'est-tu juste une cyberattaque des Coréens? Je sais pas. Regarde le film. Dommage. C'est dommage. Non, c'est combien de temps? C'est 2h20, c'est quand même long. Ouais, c'est quand même long, là. 2h20. Puis, tu sais, rendu à 2h, tu te dis, ouais, il n'y a plus de fin à ce film-là, tu sais. Parce que c'est assez redondant ce qui se passe, tu sais, dans le sens que ils sont tout seuls, ils sont piégés, puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Fait que... Puis ça commence assez rapidement là, dans l'action, là, si je peux dire, entre guillemets. Là. Tu sais, t'as comme peut-être une demi-heure là, au début pour installer l'histoire qui s'en vont au chalet, et tout, mais c'est pas long avant que Marshall Ali il arrive, puis tu sais, le mystère s'enclenche. C'est juste qu'après ça, les événements qui s'en suivent, c'est redondant, puis c'est du déjà vu, fait que ça m'a un peu moins plu. Dommage. C'est assez dommage. Je peux aller avec un autre film? T'es prête? Oui, moi, je suis prêt à tout. Ah, ok. J'ai regardé un film assez culte au Québec, que quand il est sorti, il s'est fait un peu ramasser par la critique, mais il a un bon succès populaire pareil. Puis encore aujourd'hui, le film a 33 ans, puis c'est génial. Ça s'appelle Ding et Dong, le film. Pas basé sur ça, c'est l'histoire de Ding et Dong qui essaye d'avoir une carrière, mais c'est genre deux humoristes showman un peu débiles, ou très débiles même, qui essaient juste de vivre de leur affaire, mais tu sais, c'est des morons qui font que des jeux de mots tout le temps. Puis à travers ça, mais ils essaient de se trouver des gigs, puis plus que ça avance, plus que comme ils vont jouer la game d'être des riches millionnaires, puis là, ils deviennent genre producteurs de cinéma, puis ils font des films, puis là, mettons, ils se mettent amis avec des riches, puis là, ils peuvent acheter comme un théâtre pour qu'ils puissent faire leur théâtre à eux, puis là, ils vont jouer genre je sais quoi la pièce, je me rappelle plus. En tout cas, peu importe. Le genre de grande pièce française, là, avec des grands Du décors. Shakespeare, Non, non, non. du Molière. Non, je me souviens plus de c'est qui, mais c'est pas OK. important, c'est pas important. Puis tu sais, le film, absolument un film d'humour ou de l'humour en général, ça vieillit pas nécessairement bien. Là, tu regardes des Ouais. shows d'humour des années 90, c'est pas nécessairement bon. Là. Mais ça, vu que c'est comme du burlesque, puis c'est des jeux de mots, c'est vraiment très drôle encore. Tu sais, je riais fort. Même si ça a Mm. 3 ans de film, je riais fort encore. Tu sais. Puis un des défauts du film, par contre, c'est que c'est un scénario qui est un peu sans queue ni tête, parce que c'est plus une succession de scènes que Ouais. une histoire qui se tient en elle-même. Tu sais, oui, il y a une progression puis tout, sauf que tu sais, les scènes entre elles ont comme pas tant de lien non plus. Là, tu sais. Ouais. Sauf que ça marche. T'as une grosse séquence à un moment donné où est-ce que c'est ils deviennent des cascadeurs pour du cinéma, puis tu sais, vu que c'est des imbéciles, ben, ils font n'importe quoi. Tu sais. Puis là, ça dit, faut que tu tournes à gauche, mais ils tournent à droite. Fait que là, ils se ramassent à faire leur cascade à droite, mais que c'est pas sur le plateau. Fait que là, ils rentrent genre dans des chars, puis tout, puis c'est drôle, là, c'est vraiment drôle. C'était une des meilleures séquences du film. Puis là, j'ai checké un peu après ça, c'est quoi le Ding et Dong, parce que tu sais, moi, je suis trop jeune. Je sais pas si toi, tu connaissais Ding et Dong un peu. Tu sais, Ouais, je moi, je connaissais connaissais déjà. de nom, mais tu sais, moi, j'avais rien vu d'eux autres. Puis je savais que Serge Thériault puis Claude Meunier, c'est des fucking légendes, mais j'ai connaissais surtout pour, Moment Pipopap. ben, c'est ça, pour La Petite Vie. Tu sais, qui ont fait 93, La Petite Vie, c'est un petit peu après. Ouais. Là, j'étais voir un peu de où ça vient, Ding et Dong. Tu sais, puis Ding et Dong, je pense que c'est eux qui étaient partis faire un show, ou ils étaient partis voir des affaires à Los Angeles, au Comedy Nest, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, là, ou dans une affaire de Mhm. stand-up. Puis après ça, ils ont ramené ça, ce concept-là, au Québec, avec les soirées, les comédies A, C'est. ou je me rappelle plus, les soirées Ouais, mais AA. c'est au Club Soda, là. Oui, c'est exactement. C'est ça. En 83, ils ont parti ça, puis c'était le Ding et Dong qui animait ça. C'est les deux personnages un peu débiles. Ouais. Puis je pense qu'ils ont voulu comme reprendre toute cette affaire-là, puis en faire le film de l'histoire de Ding et Dong. Comme les Dendrelay parlent toujours de faire leur film, mais qui est très difficile à financer, je pense.
Ouais. Puis, c'est ça. Puis après Ding et Dong, ils ont fait la petite vie. Mais avant ça, c'était Paul et Paul aussi, que c'était Claude Meunier, puis un autre Oui, monsieur que je me souviens plus. Puis t'as Serge Thériault qui s'est ramené avec eux autres, puis ça a donné toute cette affaire-là. c'est ça. Puis c'est le fun de voir l'influence que c'est. Même si le film est bon, tu sais, c'est pas un film extraordinaire, je trouve, là, mais il est très le fun aussi, puis c'est un film culte. Mais l'influence que ça a sur la culture d'aujourd'hui, je trouve ça génial. C'est parce que tu sais, si tu regardes Ding et Dong, il n'y a pas de Denis de Relais sans Ding et Dong, probablement. Tu sais, le Denis de Relais, c'est Exact. DND, c'est Ding et Dong, tu sais, la référence est là. Puis des fois, tu regardes leur jeu, la manière de bouger. Mhm. Ça me rappelle, tu sais, je regardais les Picbois, que j'adore les Picbois qui n'existent plus, mais tu sais, ils jouent similaires, puis c'est des jokes un peu similaires Ouais. aussi. Tu sais, la référence culturelle est encore là, puis je trouve ça beau l'influence que ça a, puis Ben, c'est ça. d'ailleurs, si vous voulez voir justement un duo là, d'humour qui commence puis qui commence à avoir un peu plus de vues là aussi là, sur les jeunes surtout là, du Québec, Bric et Brac. Ah, Je sais pas si absolument. tu connais. Tu les connais-tu, Bric-et-Brac? Ouais, je connais François Ruel-Côté, l'un des Bric et Brac. J'ai fait de l'impro avec au cégep. On s'est revus par après quand j'étais à l'université. Fait que c'est vraiment un nice guy. Puis, tu sais, moi, je suis justement leur podcast, puis aussi Ouais, mais tu les sais, événements spéciaux qu'ils font. Là. au départ, c'était comme un faux podcast. Je trouve c'est malade mental. Je trouve Oui. ça génial. C'est juste des extraits, puis ils se sont fait voler leur podcast par je sais pas trop qui. Fait que c'était juste des bouts Ouais. sur YouTube. À cette heure, c'est rendu un vrai podcast. Là, mais... Ouais, c'est vraiment le fun. Puis même, l'année passée, je voulais y aller, j'ai pas pu. Mais tu sais, ils ont fait un spectacle pour la Saint-Jean. Ouais. Puis cette année, je pense qu'ils remettent le coup là, avec une plus grande salle, je me trompe pas. Puis c'est vraiment drôle, puis c'est vraiment le fun comme contexte, comme style d'humour aussi. Là. Puis ça vient un peu, je trouve, rappeler justement les Denis de Relais, Ding et Dong aussi, là, tu sais. Ouais. C'est une espèce de deux imbéciles qui font juste être sur scène, puis ils font juste. On reçoit des invités, puis on jase, tu sais. Mais tu sais, ils ont des propos sans dessin, mais ils ont un propos pour vrai au niveau de la nationalité, puis des affaires Ah comme oui, ça. Je oui, trouve ça vraiment intéressant. tout à fait. Ben, c'est ça, le thème principal de leur humour, c'est justement L'indépendance. l'indépendance du Québec, puis tu sais, Je le sais pas fait. s'ils niaisent ou s'ils niaisent pas. C'est ça qui est drôle, tu sais. C'est comme pas Ben, je clair. pense que ben, moi, je trouve ça intelligent parce que je pense que c'est un propos qui est quand même sérieux, qu'on en jase, c'est quand même, on est Québécois puis fiers de l'être, mais on prend ça avec un ton humoristique parce que on le sait que on ne deviendra pas probablement jamais un pays, mais on est là pareil. Là. Ah, mais tu sais, des fois, la limite est mince entre est-ce que c'est des indépendantistes, puis genre, ils trouvent ça drôle, ou ils Oui, niaisent des indépendantistes. Je trouve ça génial de jouer ça à la ligne. oui, Puis, c'est vrai. ouais. C'est vrai. Mais je pense qu'il parle aussi au nom de l'art québécois, là, dans le sens que ce soit pour le cinéma, pour les écrivains, pour les chanteurs, je pense que tout ça, tous les artistes forment un tout aussi dans l'indépendance du Québec, dans le sens que on a notre propre culture, puis on a notre propre message là, à véhiculer. Fait que je pense que ça a fait partie aussi de leur message, mais je pense pas qu'ils sont sérieux au point de Hey, on est indépendant! Non, mais c'est très intéressant. Je vous conseillerais d'aller voir ça. Bric et Brac. Absolument. Puis d'ailleurs, François Velcoté, il jouait dans Inspiré, Expiré, là, que j'ai parlé il y a 2 semaines, je Oui, pense. oui, c'est vrai, tu me disais ça. Il jouait un rôle Euh, d'un moron assis dans le chalet. Là, mais il joue souvent des morons. Je pense que c'est son rôle aussi là, il était bon en l'impro aussi pour jouer des morons. Euh, mais d'ailleurs, il joue aussi un moron dans Bon Cop, Bad Cop 2. Puis aussi dans Junior Majeur. Ah, mais tu sais, j'ai vu passer ça Blake Sniper récemment. Là. C'est-tu lui qui fait Blake Sniper? C'est genre un gars avec une face pleine comme une momie un peu, là. Puis il a une Ben moustache, puis il écoute, parle en anglais. Je pense que c'est lui, mais je pense pas ça. ben écoute, moi je connais pas. Blake Cyper, c'est Blake dans quoi Sniper. ça? Je sais pas, c'est le genre de personnage que j'ai vu passer à couple ouvert. Là. Ok. Mais Ah, intéressant. je pense que c'est lui, mais je suis pas sûr. Ouais, faudrait faire des recherches. Moi, il écrit, moi, il demander. Mais sinon, c'est aussi lui qui fait l'annonce de Vidéotron. Là. Il se Oui, c'est réveille vrai. d'un coma, puis Ouais, il y a ouais. une espèce de grosse barre. Très drôle. Mais moi, j'avais une question par rapport à Ding et Dong. Oui. Dirais-tu, mettons, je ne sais pas si tu es familier avec Chi Chang. Non, pas du tout. OK? Parce qu'on aurait pu se dire peut-être le film de Chi Chang ressemble un peu à Ding et Dong, mais sans le gros pot, là.
Je sais Petit pas. chunk. Mais c'est-tu surtout des sketchs genre qui se suivent un peu Oui, ou ça doit être c'est semblable, ça. Tu sais, j'imagine. c'est un film qui a ni queue ni tête, là, dans le Ouais. sens que. Un peu comme Wayne's World, tu sais. Mais Wayne's World a quand même une ligne directrice, là, dans le sens que. Tu sais, ils veulent faire un show, là. Mais tu sais, il y a quand même. Tu sais, dans pas mal tous les films de Mike Myers aussi, tu sais, c'est pas mal juste des sketchs qui vont mener justement à une conclusion de l'histoire quand même, là. Mais Ding et Dong, y a-t-il une conclusion de l'histoire ou. Ben oui, parce que dans le fond, t'as comme le gérant de Dong. En tout cas, je sais pas, je me sais plus qui est qui, mais en tout cas, le gérant Claude Meunier, il essaye de le séparer de l'autre. Puis là, t'as la femme, la genre de blonde de Serge Thériault, qui est comme jaloux de son succès, puis tout, puis qui essaie de les séparer, il dit que l'autre c'est un minable, puis il tire vers le bas, puis tout. Puis à la fin, t'as comme la réunion, puis c'est beau, puis c'est comme OK. les gens s'aiment, là, Pa- tu sais. parce qu'on peut dire aussi ça pourrait ressembler à Elvis Gratton, tu sais, dans le sens Ah, que absolument, oui, vraiment. Ouais. tu sais, Ouais. Elvis Gratton, tu sais, il se passe pas grand-chose dans le film, Non, là, à mais part Elvis des Gratton, à dessins, la là. base, là, c'est une série de courts-métrages, là. Au début, c'est un court-métrage, il a Ah fait d'autres oui, courts-métrages, puis ça s'est mis ensemble, tu sais. C'était pas un c'est ça. film au complet, tu sais. Ça a Ouais. fait un bon film, tu sais. Ah, ouais. Ouais. Ça a amené à une trilogie, puis même à une série télé. Fait que regarde. Ouais. Mais Ding and Dong, tu sais, dirais-tu, mettons, ben c'est clairement le cas, là, mais tu sais, ça l'a enfilé les succès après ça de La Petite Vie. Tu sais, La Petite Vie, même aujourd'hui, tu sais, je pense, ben, sur Tout.tv, je pense que vous pouvez voir les nouveaux épisodes. Là. Je pense qu'il y a 6 Ouais. nouveaux épisodes pour conclure un peu Avec la la fin qui a saga en été tant que telle. spoilée, mais que c'est plate, là, mais c'est Ah pas oui? grave, là. Ah. Mais tu sais, c'est quoi la fin? Non, j'ai pas été spoilé, moi. Ben, j'attends qu'il joue Veux-tu que je te le à spoil? Radio-Canada pour. Ouais. Non, t'es mieux pas Ok. pour nos auditeurs. Ils ont fait un article dans le journal pour expliquer la fin. Je suis comme là, C'est vrai? c'est comme un beau moment, là, tu sais, ouais. Ah, c'est calme. Ouais, écoute, Ah. lis pas le journal, puis je te le dirai pas. Ouais, ben non, je lis pas souvent le journal. Surtout que les médias à cette heure, ils peuvent plus mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais ça pour dire que la petite vie, ça a quand même perduré dans le temps, puis c'est encore super bon Ah, aujourd'hui. absolument, tellement. Trouves-tu que, mettons, le film de Ding and Dong, ça a quand même bien vieilli comme la petite vie, ou bien ça reste que Ouais. c'est du premier niveau de leur carrière, là, tu sais? Non, ça a très bien vieilli. Tu sais, l'humour, vu que c'est burlesque, tu sais, c'est toujours drôle du burlesque. Tu sais, comme, mettons, Ouais. Daniel Grenier, on parlait de Daniel Grenier à sous-écoute à un moment donné, puis qui disait, Daniel pourrait faire de l'humour, mettons, là, 1500 ans, puis il serait bon pareil, parce que son Ouais. humour, c'est physique, puis c'est juste, c'est là, puis comme tu le vis, là. Il y a rien de social, il y a rien de politique, ça fait que ça vieillit pas mal, tu sais, c'est juste, c'est bon, puis ça va toujours être drôle, tu sais. Ouais. Je Hey, mais pense que c'est Ding drôle, Dong, tu c'est ça. parles de Daniel Grenier parce que je pense c'était récemment un invité de Bric et Brac Ça sur se peut, ouais, stage. ouais, ça se peut. Ouais, Ouais. très drôle. Mais effectivement, OK. Ouais, ben je comprends, je comprends. Moi, j'ai toujours voulu voir le film, puis Il est je l'avais dur à jamais. trouver, il est très dur à Ouais, je trouver. l'avais jamais trouvé. Puis là, je trouvais ça drôle que tu l'écoutes cette semaine parce que j'ai vu qu'à Cinépop, ils vont faire jouer le film, mais je ne sais pas encore quand, parce que l'horaire n'est comme pas sorti de tout le mois. Mais il est censé jouer ce mois-ci, fait que c'est sûr que je l'écoute, puis on s'en reparle. C'est absolument. C'est sûr, attends pas un grand film de cinéma, tu sais, c'est pas ça, sauf Ah que non, ben non, c'est un c'est film sûr. qui est drôle, puis que tu sais, c'est plus l'impact culturel que ça a qui est important que la qualité du film, mettons. Là. Ah ben oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Très cool. Yes. Ben Caroline, ding and dong. Ding it all. Puis tu sais, c'est le fun aussi de revoir un Serge Thériault qui est en forme, tu sais, parce que tu sais, on sait que Mais Serge Thériault, il va pas bien. Là. Fait fait que un bout c'est qu'on ça. l'a pas vu, ouais. Ouais, c'est ça. Ben écoute, je veux pas te spoiler rien, mais en tout cas, c'est ça. Mais je sais pas, parce que il est censé avoir, au milieu du mois, il est censé avoir des retrouvailles de Les Boys. Serge Thériault jouait Ah dans Les ouais, Boys. ça jouait-tu hier, avant-hier à TVA, une émission? Ah je sais pas si ça jouait, mais je sais qu'il joue comme au milieu du mois là, dans 2 semaines. Ça se peut, Moi, ouais. Ouais. je l'ai tapé là, dans 2 semaines, mais peut-être qu'il va jouer en reprise. Mais je sais pas si Serge Thériault va être là. J'en doute fortement. Ouais, moi aussi, J'en doute. malheureusement. Ouais, mais là, je veux rien spoiler, là. C'est ça que c'est dur pour moi, là. On lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur. Ouais, c'est ça. Bref, Ok, ben, en tout cas, tu veux-tu continuer avec. ouais, j'ai deux autres films, après ça, on partira avec un bloc Star Wars. Mais Parfait. ouais, je vais aller avec Barbarella. On va aller avec ça. Un film de 1968 de Roger Vadim avec Jane Fonda. Euh,
très sexuel, très érotique. Aussi, t'as beaucoup de. Tu sais, Jane Fonda est tout le temps tout nu pour Ouais. aucune raison, juste parce qu'elle est tout nue. Tu sais. Parce que probablement que ça leur faisait plaisir de mettre Jane Fonda tout nu, je sais pas. C'est un film de science-fiction produit par Dino De Laurentiis, qui est un producteur qui a travaillé beaucoup avec David Lynch, dont sur Dune. Puis je trouve que toute la production ressemble à Dune aussi, de la manière que les décors sont faits. Tu sais, Ah ouais. il y a des leaks aussi, c'est vraiment pété, là. Euh, Colin. une histoire assez classique aussi, où est-ce que c'est Barbarella, qui est une. Ça se passe dans les années 4000, je pense, puis c'est une astronaute guerrière qui est envoyée sur une autre planète pour aller chercher le docteur Durand-Durand, qui était un genre de savant fou que finalement, mais ça s'avère que Durand-Durand, ben, il a comme pris contrôle de la planète, puis il est rendu un méchant tyran, tu sais. Fait que c'est cette quête-là de détruire Durand-Durand, puis ça mène comme genre à la fin du monde. C'est un film, une histoire qui me rappelle un peu peut-être le Magicien d'Oz, dans le fond. Tu te ramasses dans une planète qui est étrangère, puis là, tu vas vivre des Ouais. péripéties avec du monde un peu bizarre, puis ça t'amène à rencontrer le méchant, puis c'est de vaincre le méchant le but. C'est très simple, très, très cool, mais je pense que l'attrait du film, c'est vraiment de son esthétique, là, qui est vraiment psychédélique, qui est pété, puis t'as comme de la fourrure dans des vaisseaux, des affaires comme ça, qui rappellent, je sais pas, c'est érotique un peu, tu sais, comme un peu Austin Powers. Là, tu sais. Ouais. Ben, Euh, l'effet disco un peu qui prend le c'est ça. dessus sur même le futur. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en Ah, c'est 68 hot. aussi, tu me disais que 68, c'est bizarre la nudité comme ça, mais je pense que Oui. vu que c'est un film français, tu sais, c'était une coproduction France-Italie, bizarrement, en anglais. OK. Puis c'est sûr que la France en 68, mais tu as comme toute la libération avec le mai 68, mais tu avais eu la nouvelle vague française qui s'est passée depuis les années, je crois, 59-60. Fait qu'à travers Hmm. ça, ben, tu sais, il y a plus de liberté, puis tu sais, la nudité, c'est rendu quasiment normal pour eux autres. Là. Ce qui était peut-être pas le Ouais. cas aux États-Unis à cause du code. C'est quoi le code Hayes qu'ils appellent aux États-Unis? Là? C'était comme Ouais, l'Église quelque qui chose comme avait ça. main forte là-dessus. Là. Mhm. Ben, c'est pour ça qu'il y a Mais beaucoup tu de. sais, Ouais, ouais, vas-y. parce que c'est ça, je me posais la question parce que, tu sais, aux États-Unis, tu as le mouvement hippie qui est comme arrivé en 68, comme, tu sais, dans les années 70, c'est là que, on prend un peu plus de liberté là, pour faire des films un peu plus déjantés et tout le kit. Mais comme tu dis, si c'est français plus, en Europe, il y avait une vision déjà plus avancée sur le- le- l'espèce de liberté qu'ils avaient là, pour faire leur film. Là. Ben, tu sais, vois-tu, le Nouvel Hollywood aux États-Unis, ça commence en 67, puis à partir de là, c'est des films qui ont plus de liberté sexuelle, puis Ouais. de, tu sais, de la drogue, des affaires comme ça, tu sais. Mais tu sais, mettons, tu regardes Midnight Cowboy avec John Voight puis John Dustin Boy. Hoffman, ce film-là était coté The X, là, qui Graduate. veut... Ouais, mais c'est ça aussi, mais tu sais, ben, même The Graduate, là, ça parle Ouais. De, d'adultère, puis tu sais, c'est de assez... sexe, là, ouais. Tu vois pas de scène de cru, mais c'est quand même contre les valeurs religieuses, tu sais, c'est quand même fou, là. Ouais. Mais tu sais, le Macadam Cowboy, là, c'est Midnight Cowboy. Midnight Cowboy. Il était coté X là, à l'époque. Là. X, ça veut dire c'est genre plus que de la porn ou c'est genre niveau de la Ouais. porn, là, mais c'est juste parce que c'est un homosexuel qui a genre le sida ou quelque chose comme ça. Là, c'est juste parce que il n'y a rien de trop sexuel, il n'y a rien de très grave dans le film. Là, c'est juste par les thèmes que ça amène. Puis aujourd'hui, ça serait coté probablement général, là, ce film-là. Là, tu sais. Ah, c'est sûr. Fait que, si tu vois la différence des mœurs aussi, c'est intéressant. Mais c'est ça, Barbarella, je vous le conseille, c'est le fun. Ça dure 1h39, je pense. Là, tu sais, puis c'est un film qui est le fun pour son esthétique. Là, tu sais. L'histoire, on l'a déjà vu, Ouais. puis c'est correct, là, mais tu sais, c'est pété, c'est le fun. Je pense qu'il se trouve sur Tubi. Je suis pas certain de ça, mais je pense qu'il se trouve sur Tubi. Il y a beaucoup de petits bijoux sur Tubi. C'est le fun. Oui. Puis moi, je connaissais pas ce film-là, puis j'ai comme tombé dessus où est-ce que je prends mes DVD. Puis je pense que la seule personne que j'ai entendu parler de ça, c'était genre Tarantino. Puis je me disais, ah ben cool, là, je vais essayer. Tarantino, il aime ça. Ouais. Je l'ai jamais vu, mais j'en avais entendu parler. Puis, tu sais, je savais aussi que c'était comme le film qui a pas mal, tu sais, propulsé Jane Fonda, puis, tu sais, son corps aussi, là. Ouais. Mais, tu sais, elle était reconnue pour ça. Mais, tu sais, je pense qu'ils ont aussi essayé de faire la même chose pour Pamela Anderson avec Barb Wire. Ça a juste pas marché parce que c'était une mauvaise actrice, là. Puis, tu sais, elle avait juste son corps à mettre à profit, mais Jane Fonda, je pense que ça l'a bien propulsé là, dans le cinéma. Là. Ah, puis même si tu sais, c'est comme objet un peu dans ce film-là comme femme tout nue, mais elle est badass pareil, que son personnage est fort puis il est le fun. Là. Fait que, au moins, il y a ça de Ouais, bon dans le ben, film. écoute, avec un nom comme Barbara, là, Ouais, ça fait des gueules. ouais. Est-ce que tu dirais, admettons, au niveau de la science-fiction, ça peut-tu, admettons, venir chercher un peu d'inspiration à Paul Verhoeven ou c'est pas aussi violent, c'est pas aussi comme Crash? Euh, Parce que tu parles, mettons, c'est pété puis tout, mais
c'est un aspect pété du genre Paul Verhoeven? Ben, c'est vrai que la violence chez Paul Verhoeven est violente, puis dans ça, t'as comme des genres de chevaliers, soldats qui sont vides à l'intérieur, puis quand ils pètent, ben, ils explosent, genre. Fait que Ah, ok, peut-être, quand même cool. ben, je connais pas assez Paul Verhoeven, par contre, là, j'ai pas vu tant de films de Paul Ok. Verhoeven, mais peut-être, peut-être. Mais tu sais, admettons, tu compares, je sais pas, à Starship Trooper ou à Robocop. Ouais, mais oui, peut-être, ouais. Tu sais, t'as Total Recall aussi, où t'as une Sharon Stone qui est assez sexy aussi, là, mais que c'est une méchante, fait que t'as le goût de la tuer là, à chaque fois que tu la vois, mais je sais pas à quel point, mettons, peut-être qu'il y aurait de l'influence là, mais en même temps, Ben, tu sais, je pense que c'est un film quand même culte, Barbarella, fait que c'est fort ouais, probable, c'est fort probable. ça pourrait. Ouais. En tout cas, checker Ah, ça, c'est le fun. c'est bien sympathique, Barbarella. Ben oui. Puis il a fait quoi d'autre, le réalisateur? Roger Vadim, tant peu, on va aller voir. Roger Vadim. Roger Si je Vadim. comprends bien, c'est un Français, là, lui. C'est un Français, oui. Je pense que sa grande œuvre, c'est Barbarella. Sinon, il a fait La Curée. Sait-on jamais? Mais ça, c'est un film allemand, c'est quoi? Sait-on jamais? Hmm. Son dernier film comme scénariste en 2017, mais il est mort en quelle année? Il est mort en 2000. Mon Dieu. Ils ont peut-être trouvé des mémoires. Mais tu sais, c'est surtout des films pas connus, là. Genre, je OK. sais pas, en tout cas, moi, je les connais pas. Des films italiens, Hmm. ouais, pas mal ça. Ben, au moins, il a fait un grand succès, Barbarella. Mais tu sais, Dino De Laurentiis, il a travaillé, c'est lui qui a produit, entre autres, Blue Velvet. Tu sais, il a Ouais. produit ben, Dune. Il a produit Ouais. un film de ben, La Strada, c'est-tu Fellini ou c'est Antonioni, je me rappelle plus. En tout cas, il a produit La Strada Euh, dans les années ah, 50. c'est Antonini. Attends, on va aller voir pour vérifier pour pas. La Strada, là. La Strada. En 54, c'est Fellini qui l'a fait, mais c'est produit par Dino De Laurentiis. Ça fait c'est quand même fou. Federico Fellini. Bon, en tout cas, c'est ça. Barbarella, checkez ça, je pense que c'est sur Tubi. Fait que checkez ça. Colin. Ensuite, mon dernier film, c'est Cyrus des frères Duplass, Jay et Mark Duplass, que moi j'avais déjà Oui. entendu avec Sébastien aussi, avec John C. Reilly. Tu sais. Ouais. Euh, je pense que le film a été vendu comme une comédie. Puis c'est pas nécessairement une comédie, c'est juste que où ce que tu mets John C. Reilly, ça va toujours être drôle parce que John C. Reilly, il a Ouais, une face atypique puis mais, il est fucking mais il y a génial, hein. aussi Jonah Hill dans le film. Oui. Un jeune Jonah C'est Hill, dans, c'est en 2010, hein. ouais, c'est dans le temps où est-ce que Jonah Hill il était aussi juste reconnu pour ses comédies. Là. Il me semble que Jonah Hill, il a comme échappé récemment, ça se peut-tu? Fait quand même un bout, j'ai pas entendu parler de lui. Il me semble qu'il a eu des affaires avec sa femme ou je sais pas trop, là. Ah ouais, mon Dieu. Ouais. Il était comme manipulateur puis violent. Christy. Dommage. Mais en Mais, tout cas, c'est mais ça. Oui. tu sais, Hollywood change les gens. Mais tout ça pour Ah, dire. c'est sûr. Mais tu sais, je pense, dans les dernières années, j'ai vu qu'elle avait fait un film, me semble, avec Eddie Murphy sur Netflix. Ah, ça Un se peut, film que je j'ai sais pas. pas vu, là. C'est une comédie où est-ce qu'il rencontre. C'est un peu Devin Key, puis c'est un remake, là, un peu de Devin Key, mais là, c'est comme l'inverse. C'est comme lui qui est blanc, puis il s'en va dans une famille. Ben non. Dans le fond, c'est le même film un peu qu'ils ont fait avec Ashton Kutcher, puis Bernie Mac, là, en 2006. Je sais pas. T'as jamais vu ça? Je pense pas. Ok. Parce que tu avais un film avec Sidney Mulet dans les années, je pense. C'est né Lumet, là. Luet, ouais, j'ai dit quoi? J'ai dit Mulet. Mulet. Oui, ben, c'est ça, avec Sidney Lumet, puis tu sais, c'est dans les années 60, si je ne me trompe pas, là, au début des années 60, puis vu que c'est une fille blanche qui amène son chum à dîner, puis il est noir, puis là, c'est comme l'espèce de dîner qui tombe un peu dans le bordel, là. Mais là, ils avaient fait un remake avec Bernie Mac qui reçoit Ashton Kutcher chez eux. Puis là, je pense que ça ressemblait un peu à ça, le film. Là. Il s'en va dans la famille d'Eddie Murphy. Je pense que c'est un peu le bordel. Ok. Mais sinon, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre dans les dernières années. Mais je pense qu'il l'a échappé. Ah. C'est ça. Ça se pourrait, écoute. En tout cas, Cyrus 2010. Je pense que les frères Duplass, ils faisaient des films un peu homemade à la maison à l'époque. Là, tu sais, fait qu'avec pas de budget puis tout. Puis ils se sont fait remarquer dans Sundance ou des affaires comme ça. Ouais. Puis là, le film est produit par les frères Scott, Ridley et Tony Scott. Ah ouais, ok. Ouais. Puis c'est un film qui a c'est un très petit budget probablement parce que c'est pas beaucoup de lieux, puis c'est assez simple comme histoire. C'est une histoire qui n'est pas extravagante.
Dans le fond, c'est John C. Reilly, que ça fait 7 ans qu'il est divorcé de sa femme, mais qui habite encore avec sa femme, tu sais. Mais sa femme, Hmm. elle a comme un mari, puis elle va se marier avec son mari, pareil. Fait que c'est bizarre. Puis lui, il est en dépression depuis 7 ans, puis genre, ça va pas bien. Puis il veut jamais sortir. Puis là, un moment donné, sa femme a dit, gars, viens, on a une soirée, viens avec nous autres, tu sais. Puis là, il va rencontrer la fille qui s'appelle. Je me souviens plus, elle joue par qui? Cyrus. C'est pas Marissa Tomei? Marissa Tomei, ouais, c'est ça. Qui joue Molly. Puis là, ils vont comme s'acoquiner ensemble, puis ça va bien aller, puis tout. Puis là, il va Et comme retrouver le goût de tabarnak. vivre, tu sais. Mais Ouais. là, il y a comme un petit secret, c'est que là, elle veut pas qu'il aille chez eux, mais à un moment donné, il va comme stalker où est-ce qu'elle est. Puis là, il rencontre Jonah Hill pour se rendre compte que Jonah Hill, c'est le fils de Marissa Tomei. Puis là, ils vont commencer à cohabiter. Puis là, au début, tout va bien, puis Jonah Hill il est sympathique, mais tu te rends compte que c'est un genre de crosseur manipulateur, puis qu'il haït John C. Reilly, fait qu'il fait tout pour le faire chier, genre constamment, pour essayer de détruire la relation de avec sa mère, tu sais. Parce qu'il veut que sa mère lui appartienne un peu, tu sais. Ouais. Là, c'est un peu cette guerre-là entre John C. Reilly puis tout. Puis là, l'autre, il va essayer d'inventer des affaires genre, bannir sa réputation. Tu sais, qu'il dit qu'il est pas bon, puis je veux pas que tu sois avec ma mère, puis ta mère, je veux pas qu'elle t'aime, tu sais. Fait que c'est toute cette guerre-là. C'est une histoire très simple comme ça. Ce qui est Hmm. drôle, mais c'est pas une comédie franche non plus. Il n'y a pas de gros gags. C'est juste la situation qui est drôle, puis John C. Reilly est toujours drôle. Puis, euh, Ouais. c'est fort sympathique, là, tu sais. Ouais, j'avais pas vu le film en entier, mais j'ai vu des bouts là, avec Sébastien aussi en cours. Au niveau du scénario, ça a l'air quand même très bien ficelé. Là. Oui, c'est efficace, c'est efficace. C'est rien Ouais. d'extravagant, mais c'est efficace. Ça ressemble un peu, je trouve, ben, peut-être c'est un peu plus comique, là, mais Mr. Woodcock, Je sais pas je sais c'est pas quoi. si c'est avec, c'est avec voyons, Billy Bob Thornton puis Sean William Scott. C'est un peu le même scénario dans le sens que ben, pas vraiment le même, mais c'est Sean William Scott qui revient dans son village là, d'enfance. Puis il revient voir, dans le fond, il revient vivre chez sa mère. Puis elle fréquente son professeur de gym quand il était au secondaire. Puis il se faisait comme intimider tout le temps. Tout. Puis il détestait son prof de gym. Puis là, c'est Billy Bob Thornton qui joue le prof de gym. Puis il est sévère. Puis tout le kit. Puis là, il va comme ça va être une guerre entre les deux, là, à savoir c'est qui le meilleur. Tout, là, mais c'est assez sympathique, là, mais sans plus. C'est efficace. Ouais. Mais tu sais, le film Cyrus, il commence avec. C'est Catherine Keener qui joue son ex-femme. Puis elle rentre dans la maison. Puis là, t'as juste John C. Reilly qui s'est pogné en train de se masturber en dépression par son ex-femme. Puis là, c'est comme fucking malsain. C'est vraiment très drôle, là. Ah, c'est. Ok. Ah, Mais ce film-là, il est sur Disney+. Si ça vous tente, ah c'est c'est vrai? ça. Ouais, c'est ça. Colin. C'est genre 1h30. Ça s'écoute bien. C'est Ah ouais. sympathique. Fait que c'est John C. ça. Reilly, moi, je l'adore comme acteur. Là. Ah, absolument. Tout ce qu'il fait, Il c'est est vraiment génial, là, tu excellent. sais. Ouais. T'sais, même si Ben, ces films sont pas. Tu sais, mettons The Lobster, là, c'est pas nécessairement drôle. Moi, je trouve ça drôle, mais c'est pas nécessairement une comédie. Mais vu qu'il est là, ça devient ben tellement oui. drôle, juste parce Mais, que sa face est là, tu sais. ouais, mais il y a toujours une petite, un petit côté comique à amener au film. Là. C'est un peu la même chose dans Boogie Nights. Boogie Ouais. Nights, c'est pas une comédie, là, c'est une descente en enfer, mais John C. Reilly, à chaque fois, il est là, c'est un magicien porn star, puis il est juste comique, il est juste drôle. Ah, c'est excellent. Donc, Génial. Tu sais, le film le ben plus oui. drôle au monde, c'est Step Brothers, à mon avis. Fait Ça que, aussi, c'est très drôle. Ben, tu sais, Will Ferrell, puis lui, c'est tellement un team match incroyable. ouais, absolument. Euh, c'était-tu dans les mêmes années que Cyrus, mettons, il a fait un film, je me rappelle plus trop, mais c'était quand même très drôle. Là. C'est Walk Earth de Dewey Cox Story. Euh, As-tu déjà vu ça? non, c'est quelle année? Il joue, ben, je pense que c'est en 2007. Là, fait que c'est pas dans les mêmes années que Cyrus, mais ben, juste avant, là, 3 ans avant. Dans le fond, il joue un chanteur de rock, là, puis c'est un peu une espèce de Ouais, satire. Je sais pas si c'est basé sur une vraie histoire, mais oui, c'est ça. Mais je sais pas si c'est basé sur une vraie histoire, mais ça ressemblait un peu à une satire de Johnny Cash ou avec Elvis aussi. Ça se passe dans les mêmes années, puis il chante. Il veut devenir comme une rockstar, puis toute la kit. Puis il y a une histoire avec sa blonde qui est jouée par. C'est la fille de The Office. Jenna Je me rappelle plus Fisher. son nom. Jenna Fisher, ouais, c'est ça. Mais c'était très drôle. Mais c'est un film qui, je pense qu'il n'a même pas joué au cinéma. C'est un film qui a passé vraiment undercover. Là. Mais c'est scénarisé par Joe Apatow aussi. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais.
Mais je pense pas que c'est une vraie histoire, là, mais Ouais, mais il y a quand même un bon style dans le film. Très drôle. très drôle, John C. Reilly. Ouais. Ok, en tout cas, Cyrus, checkez ça sur Disney+. Hmm. Ben, Colin, sur Disney+, en parlant de Disney+, Ben, c'est pour ça que tu l'as pris en dernier, ce film-là? Parce que c'était sur Ouais, Disney+. c'était les hasards. Les hasards de la vie. Écoute, on se lance-tu sur un gros bloc, le fun? Absolument. Un Absolument. bloc Star Wars. OK, je te parle de Star Wars aujourd'hui. Ça faisait un bout que j'avais l'intention de regarder Ahsoka, la série Disney Plus qu'ils ont faite sur le personnage d'Ahsoka. Puis bon, je voulais prendre le temps aussi là, de bien la regarder. Puis pour vrai, en 2 jours, je l'avais fini. Euh, C'est combien ça s'écoute d'épisodes? super bien. C'est seulement 8 épisodes. Un peu comme The Mandalorian. C'est pas mal tous 8 épisodes. Là. D'ailleurs, je vais te parler aussi de. Dans le fond, je pourrais commencer avec la saison 3 de Mandalorian parce que ça. Ahsoka suit la saison 3 là, de Mandalorian. Fait que. Ben, j'ai regardé. J'ai fini en fait la saison 3 de Mandalorian. Ça m'a pris un temps à finir. Je t'avoue que. À un moment donné, c'est parce que The Mandalorian, je trouve que c'est du pareil au même. Moi, j'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons. Mais là, la saison 3 est arrivée, je pense, l'année passée. Puis, tu sais, je l'avais commencé, mais là, rendu à l'épisode 3, je trouvais ça redondant. Je trouvais que, tu sais, j'étais comme plus vraiment dans le mood d'écouter ça, vu que on dirait que j'avais déjà vu la saison, tu sais, en ayant écouté la saison 1 puis la saison 2. Fait que Mais là, je me disais, ouais, c'est un peu t'sais, dommage. Oui, vas-y. l'affaire où est-ce que Andor, je trouve, réussit bien. Tu sais, j'ai commencé Andor aussi, puis je sais pas si Oui. Ahsoka comme ça, qui fait pas par rapport à Mandalorian puis par rapport à Boba Fett, c'est que c'est pas épisodique. Il y a plus une ligne directrice, il y a plus de vision, je Mhm. trouve, dans Andor, en tout cas. Là, tu sais. Est-ce que Oui. Mandalorian 3, c'est ça aussi, c'est épisodique, puis on s'en fout un peu de chaque épisode? Là? Mais écoute, Mandalorian 3, ça nous amène sur une ligne directrice un peu plus focalisée sur Bo-Katan. Euh, Bo-Katan qui est une Mandalorian qui est comme un peu. Elle, tu la vois beaucoup là, dans Clone Wars, la série animée. C'est une ancienne Mandalorian. Là. Dans le fond, elle enlève son casque, elle, puis euh, c'est comme elle qui est destinée à avoir le sabre noir. Je ne sais pas si tu te fais un peu. OK. Parce que le sabre noir, il y a un nom, là, me semble, ce sabre-là. Je l'appelle le sabre noir parce que c'est un sabre laser noir. Mais c'est le sabre des Mandalorians qui va comme décerner celui qui va pouvoir diriger le peuple Mandalore. Fait que Mandalore. Fait que, tu sais, c'est elle qui est destinée à avoir ça. Dans la série animée de Clone Wars, euh, c'est elle qui l'a. Sauf que là, elle va le perdre à un moment donné. Puis, il se retrouve, dans le fond, on le voit dans la saison 2 de Mandalorian, à la fin, c'est Din Djarin qui va obtenir le sabre noir des mains de Mortov. En tout cas, j'oublie son nom, là, le méchant dans Mandalorian, là, j'oublie son nom. Euh, Fait que c'est Ben Jarlin qui va avoir le sabre noir. Puis là, dans la tu vois Bo-Katan dans la saison 2 là, de Mandalorian, mais dans la saison 3, elle est beaucoup plus présente. À chaque épisode, tu vas la voir, puis elle travaille avec Bo-Katan, puis avec, excuse, Din Djarin, puis Grogu, qui est le petit Yoda. Fait que ils vont comme former une équipe ensemble, ils vont s'entraider, puis là, tu vas parcourir un peu plus l'histoire de Mandalore, puis les secrets aussi enfouis sous leur planète, parce que Mandalore, dans le fond, c'est une planète qui est rendue déserte parce qu'elle est inhabitable. Là. Elle a eu une espèce d'explosion, en tout cas, un truc qui fait en sorte que les Mandalorians, ils peuvent plus vivre sur leur planète. Fait qu'il y a comme une créature aussi là, dans les bas-fonds, puis fait que on découvre un peu plus leur histoire, puis d'où ils viennent, puis là, eux autres, dans le fond, leur but, c'est de se trouver une nouvelle planète où habiter. Là. J'avais l'impression de faire le, 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 la phrase du début de Dans une galaxie près de chez vous, mais c'est un peu ça. Mandalorian, il cherche une nouvelle planète où habiter. Puis au cours de la saison 3, ça reste quand même, comme tu dis, épisodique, là, dans le sens que ils vont avoir des missions différentes à chaque épisode. C'est sûr, proche de la fin,
je te dirais, mettons, épisode 6, là, ça commence à s'enchaîner un peu, là, les histoires vont se suivre. Mais sinon, tu sais, ça reste. Je trouve que ça ressemble beaucoup là, à la saison 2. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça un peu dommage. Là. Puis, tu sais, le méchant principal qui est. Voyons, je l'ai sur le bout de la langue, là, mais je le dis pas. Là, mais il est joué par Giancarlo Exposito, qui est reconnu quand même là, pour faire des rôles de méchants assez extrêmes. Là. D'ailleurs, il jouait le méchant dans The Boys, saison 1, 1 et 2, si je ne me trompe pas. Puis, mais il est aussi méchant dans Breaking Bad. Breaking Bad que j'ai pas écouté au complet, mais que ça a l'air que c'est une très, très bonne série. Fait qu'il est reconnu, lui, Juan Carlo Exposito, il est reconnu pour jouer des grands méchants. Puis c'est lui qui joue le méchant là, dans The Mandalorian. Ici, Il va c'est revenir. Moff Gideon. Moff Gideon, c'est ça. Je me trompe souvent avec Amiral Grande Martoff, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça. Fait que la saison 3 de Mandalorian, je l'ai trouvé quand même correct. Sans plus. C'était pas. La fin est vraiment bonne. Les scènes d'action sont écœurantes, vraiment. Tu te sens pas, mettons, un peu comme tu disais, là, dans une boîte de conserve dégueulasse comme dans Obi-Wan. Obi-Wan, c'est dégueulasse. Hein? Ouais, La même série qui m'a le les, plus déçu. même les Boba Fett, c'est ça aussi. Là. Oui, Boba Fett, j'ai pas aimé non plus. C'est le fun de connaître son histoire d'après l'épisode 6, mais Boba Fett, c'est un peu épisodique aussi, qui est comme une histoire qui est en chevauchant la saison 2 de Mandalorian, mais c'est un peu après. Puis là, tu te retrouves avant Mandalorian, puis là, tu suis l'histoire d'après. C'est un peu fucké comment c'est fait. J'ai pas aimé ça. Je pense pas qu'il va y avoir une saison 2. Là. En tout cas, je pense pas que c'est leur priorité. Mais saison 3 de Mandalorian, en tout cas, ça focalise un peu plus sur Bo-Katan. Puis c'est pour ça aussi que la rumeur, là, comme quoi la prochaine saison, ça va beaucoup plus suivre Bo-Katan, puis on va délaisser un peu Din Djarin. Parce que de toute façon, Pedro Pascal, il disait qu'il viendra sûrement pas là, pour la saison 4. Fait que, parce que lui, d'ailleurs, lui, il fait pas mal juste la voix de Din Djarin. On le voit enlever son casque peut-être une fois là, dans chaque saison. Mais sinon, c'est pas lui là, qui est en dessous du sou. Fait que lui, il s'en fout un peu de cette série-là, dans le sens qu'il y a d'autres grands rôles qui l'attendent ailleurs. Mais, mais c'est ça. Fait que si ça focalise sur Bo-Katan, peut-être que ça va mettre un peu plus une nouvelle horizon à la série, peut-être aller complètement ailleurs, puis dans des situations, dans des combats différents. Mais jusqu'ici, je trouve que c'est pas mal redondant, puis ça reste comme des épisodes de Clone Wars, on dirait, là, mais en Ouais. live action, fait que c'est le fun. Mais c'est ça. Fait que j'ai été un peu déçu par la saison 3, mais elle reste bonne. C'est juste que ça reste sur le même tempo. Il n'y a rien de plus incroyable pour nous dire Ah, c'est vraiment cool. La fin de la saison 2 te laissait sur une affaire complètement folle aussi. Fait que, Oui, oui, tu oui. perds un peu cette affaire-là. C'est plate de poursuivre sur ça. Ah, mais c'est sûr, c'est ça. Là. C'est comme ils n'ont pas. Tu sais, avec la fin de la saison 3, elle est bonne aussi, elle est vraiment le fun. Mais ça top pas la fin de la saison 2 là, avec. Ben là, je pense qu'on peut le dire, là, c'est quand même longtemps Ouais. qu'elle est allée. C'est Luke Skywalker qui revient, puis t'es comme Ah, t'es cohérent, tu sais. Mais tu vois pas Luke dans saison 3, tu sais. Je trouvais ça un peu dommage, tu sais, qu'on le voit juste dans saison 2, puis tu sais, c'est un peu. Mais ils font avec les moyens qu'ils peuvent. C'est Disney, ils ont plus tant d'argent. Euh, mais tout ça pour dire, effectivement, Andorre, ça reste une des meilleures séries là, qu'ils ont produit. Puis j'avais des grosses attentes pour Ahsoka. Ben, Qui tu sais, c'est que tu allait. retournes vraiment dans le monde de Star Wars pour vrai, les Jedi et Exact. tout, que Ouais, Obi-Wan a chié mais raide, mais comme peut-être qu'il y a plus d'espoir avec Ashoka. Là. effectivement. Obi-Wan, c'est une série que j'attendais de pied ferme. Puis j'ai été totalement déçu. Ben là, c'est pas nouveau. Tu sais, je t'en ai souvent parlé. J'ai comme vraiment effacé cette série-là de ma mémoire. Je veux même plus y penser. Tandis que là, il arrivait avec Ahsoka. Puis Ahsoka, je trouve, elle a plus le. Tu sais, admettons Obi-Wan, moi, je me suis toujours dit, ça aurait tellement été mieux de faire, mettons, un film sur lui ou bien, tu sais, une trilogie, là, carrément sur lui, sur son personnage. En même temps, si c'était pour être comme la série,
je suis content qu'il ait fait une série et qu'on peut l'oublier. Ben, tu sais, Mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, Obi-Wan, c'est plus quelqu'un de sacré, tu sais, que tu peux pas comme briser son mythe, là, comme ça, tandis qu'Ashoka, mettons, pour moi qui exact. connais moins Star Wars, ou je connais Star Wars, mais peut-être pas en profondeur comme toi, Mhm. euh, elle a plus de liberté, je pense, à prendre en termes de série, puis en termes d'histoire à raconter, j'ai Ouais. l'impression. Je pense que tu as touché un bon point, c'est qu'Obi-Wan, on veut pas le connaître davantage. T'sais, Obi-Wan, il y a comme sa légende où on le connaît dans les 3 premiers épisodes. Puis l'épisode 4, où est-ce que c'est un autre acteur, mais on connaît sa fin, on connaît c'était quoi ses intentions. Son histoire est dite, là, on n'a plus vraiment à en savoir davantage. Là, avec la série, c'est qu'il essayait de nous en apprendre davantage sur lui, sur sa vie après l'épisode 3, mais ça a comme pas marché vraiment. Si vous voulez en connaître plus, lisez des livres. Ils ont fait des romans basés vraiment canon, sur le fait qu'Obi-Wan, il y a des enfants, il y a une femme, après Order 66. Puis, il s'est créé une vie là, sur Tatooine, puis il a maintenu cette vie-là, puis il y a des histoires par rapport à ça. Mais, mais c'est ça, je vous déconseille carrément la série. Là. Surtout si vous voulez commencer là, dans Star Wars, écoutez pas la série, c'est vraiment pas bon. Mais Ah, tu sais, non seulement ça respecte pas l'univers, mais en plus, c'est tellement mal réalisé, oui, tout est pourri, là, c'est ben, vraiment c'est pas bon, ça, là. tu vois, rendu là, moi, c'est ça que j'avais peur pour Ahsoka. C'est que Obi-Wan, ils ont très mal, je trouve. Ben, tu sais, t'as peut-être un duel contre Dark Vader où c'est le fun à la fin. Mais je trouve que tout au long de la série, quand que Obi-Wan utilise son sabre, c'est tellement joué, c'est tellement théâtral, puis ça a zéro l'air réaliste. Puis c'est loin là, des épisodes 1, 2, 3, puis comme. Tu sais, mettons, tu regardes les épisodes 5, 6, où est-ce que Luke il se bat à duel, c'est normal. Là, oui, ça paraît vraiment cheap, mais c'est normal. Là, on se retrouve dans les années 80. Je veux dire, il n'y avait pas les effets visuels d'aujourd'hui. Puis je trouve même, c'est pour ça que c'est rendu aussi légendaire, puis comme aussi incroyable comme duel, parce que c'est fait à la main aussi. Puis c'est comme comment c'est réalisé et tout. Mais, mais Ahsoka, j'avais la crainte que justement ça soit des duels cheap comme Obi-Wan, puis que ça soit mal réalisé, mal coordonné aussi. Euh, mais j'ai été vraiment agréablement surpris. Dans le fond, c'est vraiment une bonne série. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est qui T'as- chapeautait le projet? Ben, c'est surtout Dave Filoni, là, d'ailleurs, qui est rendu le président là, comme OK. de Star Wars. Donc ça va être vraiment le fun. Mais Dave Filoni, qui a parti, dans le fond, sa carrière de Star Wars avec Clone Wars. Fait que c'est lui qui a créé Ahsoka. C'est lui qui a donné. Parce qu'Ahsoka, il faut se le dire, n'était pas canon vraiment là, dans les films. Là. On n'a jamais entendu parler. Sauf dans l'épisode 9, là, où est-ce qu'à la fin, Rey, elle entend tous les Jedi lui parler. Puis on entend Ahsoka, il jaser. Puis dans le fond, on la connaissait juste dans Clone Wars, Ahsoka. Puis au début, elle arrive comme une padawan sur le tas, genre, mais pendant la guerre des clones. Fait que c'est une padawan que Yoda, il refile c'est Yoda ou Mace Windu, là. Il refile à Obi-Wan. Puis là, Obi-Wan, il était encore en entraînement à Anakin. Mais Anakin il était sur le point de devenir un maître, là. Même s'ils n'ont jamais donné le titre de maître. Mais Obi-Wan, il a dit regarde, moi, je te forme, puis je t'ai bien formé, puis si tu veux apprendre à être un maître, tu devrais commencer comme à avoir un padawan, tu sais. Fait qu'il refile Ahsoka, dans le fond. Fait qu'elle, elle devient l'apprentie de Anakin Skywalker. Fait que toute l'espèce de relation qu'elle a tout au long de Clone Wars. Tu sais, Clone Wars, c'est quand même long, là, dans le sens que c'est une très bonne série animée, là, mais il y a tellement d'épisodes, puis il y a des épisodes qui servent vraiment à rien, là, un peu comme tu disais, c'est épisodique, puis c'est comme, t'as des missions, les fins de saison sont le fun parce que t'as une histoire qui se suit, t'as comme 3 4 épisodes qui se suivent d'affilée, mais puis t'as des grands coups là, dans les épisodes, mais sinon, en général, c'est quand même long là, comme épisode, là. Il y a des épisodes plus importants que d'autres, mais ça forge quand même le caractère du personnage, ils ont fait une saison 7 Disney Plus quand ils ont racheté Star Wars. Puis la saison 7, tu rentres carrément dans
plus dans l'univers d'Ahsoka, puis où est-ce qu'elle est rendue à la fin, parce qu'elle, dans le fond, elle n'est jamais devenue... elle a toujours été Padawan de Anakin, mais à la fin, elle devient mélangée dans sa tête, puis pour elle, les Sith, c'est un peu comme l'ordre des Jedi, fait qu'elle devient un peu impartiale entre les deux. Puis c'est pour ça qu'elle a des sabres, elle finit avec 2 sabres laser blancs. Puis le blanc, c'est comme un peu la dualité qu'elle a entre le bien et le mal. Fait que, elle est comme indécise entre les deux, mais elle combat plus les Sith. Là, elle va quand même être du parti des Jedi, mais les Jedi lui ont fait du mal. Fait qu'elle l'ordre des Jedi là, lui ont fait du mal. Fait qu'elle décide qu'elle s'enfuit. Fait que dans le fond, la saison 7, c'est que tu la suis à travers le destin qu'elle a choisi. Puis là, à la fin de la saison 7, dans le fond, ça se passe en même temps que l'épisode 3. Fait qu'à la fin, tu as vraiment un bon time-lapse entre le fait qu'elle, comment elle réagit à la fois, en même temps que Anakin devient Darth Vader. Fait que c'est comme elle le ressent dans d'elle, vu qu'elle est liée à son maître, tu sais. Mais tu sais, Ahsoka, on appelle les Jedi comme Ahsoka les Grey Jedi. Fait que c'est pour ça aussi qu'Ahsoka va toujours être habillée en gris. Pas mal, là. Ça évoque un peu qui elle est, son personnage qui est indécise entre le bien et le mal. Puis elle a comme pas de camp, tu sais. Mais elle va toujours se battre aux côtés des Jedi quand même, là, parce que le mal reste le mal, Ben. Fait que saison 7 de Clone Wars, je te dirais pas que c'est la meilleure saison là, non plus. Je trouvais ça un peu long au début parce que tu vois Ahsoka qui rencontre des nouveaux amis, puis ça reste épisodique un peu. Mais la fin est vraiment bonne pour le côté justement où tu vois le lien avec son maître Anakin Skywalker, puis dans le fond qui n'existe plus parce qu'il est perdu à l'intérieur de Darth Vader. Puis elle ressent tout le mal qu'il a fait là, quand il tue Padmé, quand il étrangle Padmé, quand que. C'est le fun de voir, mettons, le moment où Anakin se perd, ben Ahsoka, elle devient un peu une padawan sans maître. Elle n'a plus de maître. Elle devient. Une orpheline. Orpheline, exactement. Puis, je t'avais déjà parlé de Tales of the Jedi. Qui est très bon, j'ai regardé aussi. Hein. C'est très bon. Oui, c'est excellent, ça aussi. Là. Je pense que c'est 6 épisodes, je ne me trompe pas. 6 épisodes de court-métrage. C'est vraiment bon. Ça explique un peu plus en détail la jeunesse d'Ahsoka, comment elle est devenue qui elle est. Parce qu'Ahsoka, dans le fond, tu la vois dans les 5 premières saisons de Clone Wars. Après ça, dans la saison 6, tu la vois pas. Puis avant qu'il fasse la saison 7, ben, il y a eu Star Wars Rebels. Puis Star Wars Rebels, c'est, dans le fond, ça se passe après l'épisode 3. Donc, juste, ben, je te dirais, ça se passe 5 ans avant New Hope. Fait que à cette époque-là, t'as quand même la rébellion qui est mise en place, là, quand même. Là, parce que 5 ans avant, ça voudrait dire, vu qu'on passe de 19 ans, là, un gap de 19 ans entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Fait que dans le fond, ça faisait quand même presque 15 ans là, que l'ordre 66 a été donné puis que les Jedi n'existaient plus. Sauf que là, tu retrouves Ezra Bridger, qui est un jeune homme, un jeune garçon de 14 ans, qui, lui, il est orphelin aussi, il vit seul sur sa planète, puis il vole pour pouvoir vendre des pièces, puis tout le kit, puis il a la force en lui. Puis bon, je t'avais déjà expliqué, dans le fond, il se fait prendre sous l'aile de Kanan. Kanan qui est un Jedi qui fait partie de la rébellion. Là. Donc, lui, avec son équipe, avec Ezra, Simbalou, puis t'as aussi Sabine Wren qui est là, avec une autre petite batch d'amis qui vont les aider à chaque épisode. Mais ça, Star Wars Rebels, c'est un peu comme Clone Wars, sauf que à chaque saison, t'as moins d'épisodes, puis t'as des épisodes qui sont un peu plus, qui évoquent un peu plus une histoire ficelée. Là. Ça peut être épisodique aussi là, à certains moments, mais t'as quand même l'histoire principale qui est de former Ezra Bridger à devenir un nouveau Jedi, puis comme dans la galaxie,
depuis belle lurette, on nous ment. Dans le fond, là, les films disent que Luke Skywalker, c'est le dernier des Jedi, mais tu apprends avec les petites séries on the side, tu apprends qu'il y avait quand même beaucoup de Jedi là, ici et là. Mais Ezra Bridger, c'est un personnage quand même intéressant parce qu'il va se faire un peu amener du côté obscur aussi, mais il va avoir le pouvoir de refuser et de suivre son maître, là, Kanan. Euh, dans le fond, c'est surtout Maul, parce que tu revois Dark Maul dans Star Wars Rebels, puis c'est lui qui va un peu manipuler Ezra. Puis là, tu as une grosse fight là, qui dure 5 secondes entre Obi-Wan et Dark Maul. Puis c'est vraiment excellent comme scène. Mais c'est le moment où Dark Maul meurt. Puis à travers Star Wars Rebels, ben, les passagers, dans le fond, les membres du Ghost, le Ghost, c'est leur vaisseau, un peu comme le Millennium Falcon. T'as le Ghost ils vont croiser la route de Ahsoka. Puis Ahsoka, bon, vu que ça se passe près de 15 ans plus tard que l'épisode, dans le fond, de la saison 7 là, de Clone Wars, ben, c'est une Ahsoka plus mûre qui a grandi puis qui a déjà du vécu derrière elle, tu sais. Puis là, ce que tu apprends dans Rebels, c'est que elle aide les plus démunis, selon sa voix à elle, puis son destin, puis qu'est-ce qu'elle ressent, puis elle, tout ce qu'elle veut, c'est une justicière, dans le fond, là, tout ce qu'elle veut, c'est faire le bien autour d'elle. Puis c'est ça qu'on va revoir aussi dans Mandalorian, la saison 2, lorsque Ahsoka apparaît. Parce que dans la saison 2 de Mandalorian, tu as aussi l'apparition de Ahsoka en live action pour la première fois. Puis c'était vraiment excellent comment ils l'ont interprété. Là, c'est Rosario Dawson qui joue Ahsoka. Fait que c'est une Ahsoka encore plus, plus vieille que dans Rebels. Puis dans le fond, t'en apprends pas ben plus là, sur le personnage. Tu sais qu'elle fait ses petites affaires, puis elle aide les gens qui en ont besoin, puis that's it. Là, Tu sais, ces apparitions dans Mandalorian, c'est quasiment plus des clins d'œil que d'autres choses, parce que ouais, c'est exact. pas grand-chose. C'est ça. Mais c'est des clins d'œil qui nous disaient hey, il va y avoir sûrement une série sur elle. Puis d'ailleurs, ils ont fait une série sur elle, Ahsoka, qui est sortie au début de l'année. Puis, tu sais, ben, au début de l'année, je pense au début de l'été, si je ne me trompe pas, au milieu d'été. Puis, dans le fond, c'est plus ben, de ce que j'avais entendu, puis de ce que je confirme, maintenant que je l'ai regardé, c'est totalement dans le fond, c'est Star Wars Rebels saison 5. Il y a 4 saisons à Star Wars Rebels. Puis la saison 4 finissait un peu. Ben, pas sur un punch, ça finissait bien là, quand même, mais ça finissait sur une question. Un questionnement qu'on se disait, il va-tu avoir une suite ou non? Finalement, ils n'ont jamais fait de suite à Star Wars Rebels. Puis je pense qu'ils ont profité de l'occasion d'Ahsoka pour conclure un peu la série de Rebels avec ses personnages aussi. Donc là, c'est comme la saison 1 de Rebels se passe 5 ans avant New Hope, l'épisode 4. Mais si tu comptes, admettons, une année pour chaque saison, ben, la saison 4, ça finit au moment où l'histoire de Luke Skywalker commence. Puis, ils ont pas mal la même âge, Ezra Bridger puis Luke Skywalker. Là. Fait que si on compte, admettons, New Hope jusqu'à Return of the Jedi, on peut conclure qu'il se passe, admettons, 2 ans là, entre la première trilogie originale. Parce que tu as New Hope, puis après ça, tu as comme un petit gaps à Empire Strikes Back. Puis de Empire Strikes Back à Return of the Jedi, il n'y a pas vraiment d'années qui se passent entre ça. Je pense pas, en tout cas, là, parce que ça finit. Empire Strikes Back finit sur une conclusion ouverte, là, dans le sens qu'ils s'en vont sauver Han Solo puis la galaxie. Fait que moi, je calcule 2 ans entre les deux, entre les 3 films. Donc, on peut conclure qu'à, mettons, Ahsoka qui se passe après Mandalorian, saison 3, qui se passe aussi après Return of the Jedi, ben là, ça fait en sorte que l'histoire de la gang de Rebels, ben, ça se passe quand même il y a 2 ans, là, après la finale de la saison 4. Fait que le gap de 2 ans de toute la guerre entre l'Empire et les rebelles, ben, qu'est-ce qui s'est passé pour Ezra Bridger et tout? Là, je veux pas spoiler la fin de Star Wars Rebels, mais ça reste que le questionnement, c'est de retrouver, dans le fond, la mission principale,
c'est de retrouver Ezra Bridger, qui est porté disparu, pour avoir sauvé la galaxie du vilain qui est Strong. Strong, qui est un grand vilain de Rebels, en fait, qu'on a connu dans Rebels, il me semble. Il me semble qu'il n'y a pas d'apparition dans Clone Wars. Puis c'est un grand général, c'est un amiral là, de l'Empire. Il est bleu, il a des yeux rouges. Puis, tu sais, lui, ce que j'aime dans Rebels, c'est qu'il y a comme il y a un dialogue un peu philosophique sur l'Empire, puis comme sur la prise de la galaxie. Puis c'est aussi un collectionneur des items un peu loufoques là, de chaque planète qu'il va détruire. Fait qu'il est assez. Moi, je le trouve quand même très bon là, comme vilain. Puis, fait que là, Strong est nommé pour la première fois dans un live action dans Mandalorian saison 3, proche de la fin. C'est Moff Gideon qui va nommer le nom de Strong, puis de son retour. Fait que là, tu te dis, OK, le retour de Strong, OK, il n'est pas mort finalement à la fin de la saison 4, puis qu'est-ce qui va se passer par la suite? Fait que là, ça nous amène automatiquement, c'est pour ça que je te parlais de Mandalorian saison 3, juste avant Ahsoka, c'est que c'est une suite quand même de Mandalorian, même si vous n'avez pas vraiment à regarder Mandalorian là, pour bien comprendre Ahsoka. Mais je te dirais, c'est un plus si tu connais Rebels. Parce que là, dans Ahsoka, tu vas revoir Sabine Wren, qui est une ancienne Mandalorian aussi, qui va. Ben, elle, sa famille est de Mandalore. Puis elle a comme. Elle devient une padawan, si tu veux, de Ahsoka. Fait que elle apprend là, à utiliser ses pouvoirs et tout. Le sabre laser aussi de Ezra Bridger. Puis dans le fond, tu vas revoir aussi Hera Sambula, qui elle, c'est la capitaine du Ghost. Puis tu vas la revoir aussi là, dans Ahsoka en live action. C'est vraiment le fun. Qui est jouée aussi d'ailleurs par Mary-Elizabeth Winstead, qui est la femme de Ewan McGregor, qui joue Obi-Wan. Fait que c'est le fun, la famille arrive dans Star Wars. Puis, tu disais quelque chose Ren, hein? Sabine Ren, c'est ça? Oui, Sabine Wren. As-tu un lien avec Kylo Ren? Non, il n'y a pas de lien. C'est vraiment un personnage à part. Là. Elle n'a pas de lien. Ben, je dis Ren, mais je pense que c'est Ren. Il y a un W avant, mais je pense qu'il ne le prononce pas. Là. OK. Wen, en tout cas. Sabine, on l'appelle Sabine. Puis, mais tout ça, c'est toutes les personnages, les interlocutions entre les personnages dans la série d'Ahsoka. Je trouve ça vraiment. C'est bien ficelé, c'est bien fait. Puis là, après ça, ben. Ahsoka, c'est une Jedi, hein, fait que tu vas voir beaucoup de duels au sabre laser qui sont vraiment bien coordonnés. La coordination est vraiment bien faite. Puis, je trouve ils ont mis de l'argent dans les batailles puis dans les effets spéciaux. Puis c'est beaucoup mieux qu'Obi-Wan. Puis je pense qu'ils ont entendu les critiques d'Obi-Wan puis ils se sont dit on peut pas faire de la merde pour Ahsoka. Il faut absolument que ça soit beau. Puis, parce que je pense que Dave Filoni n'a rien à voir avec Obi-Wan. Là. C'était vraiment une série à part qu'ils ont faite. Puis ça avait vraiment pas rapport. Là. Ça avait vraiment aucun lien avec Star Wars. Fait que, moi, je suis vraiment content du produit, là, dans le fond, que Ahsoka, ça a donné. Puis, dans le fond, moi j'attendais une saison 5 à Rebels. Fait que c'est totalement la saison 5. Puis, je suis vraiment content de ça. T'as comme deux mercenaires qui pourraient passer pour des Sith, là, puisqu'ils ont des sabres laser rouges, mais ils ne sont pas vraiment Sith. Mais c'est deux mercenaires où est-ce que tu as un ancien Jedi qui est joué par Reese Stevenson, qui est mort, qui est décédé là, quand la série est sortie. Là, on a appris son décès. Puis, ce que j'ai dit Stevenson, je pense que c'est Reese Stevenson. Ah, je pense que c'est ça, Stevenson, quelque chose comme ça. Mais très, très bon jeu d'acteur là, dans cette série-là. Là, il joue une espèce d'ancien Jedi qui a passé du côté obscur par choix. Puis là, t'es comme, OK, il y a de quoi aller chercher en dessous de la roche. Mais là, je ne sais pas, parce que je ne veux pas donner trop de spoilers, mais probablement que son personnage va revenir dans la saison 2. Parce que oui, j'imagine qu'il va y avoir une saison 2 à Ahsoka. Fait que ça va être de savoir là, qui va reprendre son rôle. Est-ce qu'ils vont reprendre son rôle ou bien ils vont lui donner une fin hors caméra, peut-être, tu sais. Mais au moins, ils ont quand même catché l'essence d'un Star Wars en disant, tu sais, comme peu importe l'âge que t'as,
les combats de sabre d'épée, il y a quelque chose de jouissif là-dedans. Puis que Ah oui. même quand tu écoutais, mettons, Ewan McGregor qui prenait son rôle d'Obi-Wan, qui disait quand je jouais avec mon sabre, je faisais les bruits du laser qui frappait, tu sais. Ah Là, il oui, disait non, oui. tu peux pas faire ça parce que là, on va mettre du son par-dessus, puis ça va juste fucker la tête, tu sais. Mais tu sais, même moi, aujourd'hui, j'écoute ça, puis à toutes les fois, il y a des combats de sable, là, je suis comme, oh, je suis excité, là, tu sais. Le son, il y a quelque chose de Ah, mais magique là-dedans, là, tu sais. pour vrai, quand ben, le premier combat de sable, de vrai combat de sable laser que tu vois, c'est vraiment emballant. Tu es vraiment excité à ce moment-là. Puis c'est peut-être juste moi là, qui capote sur Star Wars, fait que je suis vraiment content de voir ça. Mais tu sais, quand, mettons, ben, le personnage de Reese Stevenson, il va se battre en duel contre Ahsoka, puis il a tellement une façon de se battre. Tu sais, je veux dire, l'acteur, il s'est clairement entraîné pour se dire, hey, mon personnage, il va avoir une technique de combat spectaculaire. Puis, tu vois vraiment la façon dont il tient son sabre, puis il imite un peu les mouvements d'Ahsoka. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis, on retrouve un peu aussi l'aspect de départ de George Lucas qui était de rendre hommage au combat de sabre japonais. Là, c'était clairement ça, l'hommage que George Lucas voulait faire aussi avec les Jedi, puis leur philosophie aussi, puis leur combat au sable laser. Fait que tu Est-ce retrouves que ça ça se beaucoup dans les rapproche, duels. ben, ça se rapproche plus des combats dans les originaux ou, tu sais, comme mettons dans les 1, 2, 3, c'est quasiment du wuxia que tu vois, tu sais, des films chinois de combats qui volent dans les airs. Ça Ouais. ressemble quasiment à ça qui font des spins, puis c'est Ouais. spectaculaire, là, c'est n'importe Ben quoi. Là. ça, tu vois, ils ont laissé tomber l'idée de sauter dans les airs. Là, fait que je te dirais, ça ressemble beaucoup plus au combat qu'on a dans les derniers films entre Rey et Kylo. C'est beaucoup plus du corps à corps un peu, là, mais tu vas avoir quand même beaucoup plus de plaisir, je trouve, à voir les combats parce qu'il y en a plus aussi. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, ben là, je veux pas trop spoiler la série, là, si vous voulez l'écouter, c'est vraiment fantastique. Mais, parce qu'à un moment donné, tu sais, si Throne, il est encore vivant, ben, effectivement, Ezra Bridger est encore vivant aussi. Fait que, quand Ezra arrive, moi j'étais capoté ben raide, là. J'étais tout seul dans mon salon, puis j'étais comme, ah, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'était vraiment une bonne série, je trouve. Tu sais, c'est sûr que ça reste, comme tu disais, un peu épisodique, dans le sens que tu vas suivre, tu sais, ils ont encore une mission à accomplir, puis comme, tu sais, la mission, elle va suivre d'épisode en épisode, mais tu sais, tu as un épisode qui est vraiment out of nowhere, où ce que tu vas voir Anakin Skywalker dans la pensée, mettons, d'Ahsoka. Fait que ça, c'est vraiment plaisant, parce que Aiden Christensen, il reprend son rôle d'Anakin, puis il le reprend mieux que dans Obi-Wan. Tu sais, dans Obi-Wan, ben, tu sais, c'est parce qu'il reprend pas son rôle vraiment de Dark Vader. Quoique, oui, à un moment donné, il devient un peu Dark Vader dans les pensées d'Ahsoka, mais dans Obi-Wan, il reprend son rôle de Padawan, dans un souvenir, là, où ce qu'on le voit se battre Ouais. comme en apprentissage, mais c'est tellement cheap comme take. Ça ressemble zéro à ce qu'il faisait dans l'épisode 2, admettons. Puis là, ils l'ont fait comme rejouer son rôle plus jeune, là, quand il a la queue de cheveux là, de Padawan. Là. Ouais. Puis là, tu te dis, OK, mais il ressemble zéro à quand il était Padawan. Ils ont tellement de CGI, Disney, ils ont tellement de. Ils peuvent faire là, comment on appelle ça, un Ouais. rajeunissement là, de Ouais. CGI. Ouais. Ils n'ont même pas l'air d'avoir essayé de le rajeunir. C'est un peu bizarre comment c'est fait. Fait que ça, j'avais vraiment pas aimé. Mais j'avais aimé le fait qu'on y voit comme l'œil quand que son masque il pète, là, mais je trouve que dans Ahsoka, ça a un peu plus rapport, le souvenir qu'il y a, puis comme. C'est le fun aussi de revoir Anakin, puis tu revois aussi des scènes. Ben, c'est comme des scènes qui se passent pendant le Clone Wars, où ce que tu voyais à animé, ben là, tu les vois en live action, fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Tu sais, les animations, c'est-tu lui qui fait la voix aussi ou c'est d'autres mondes? Ben, je pense qu'il avait fait la voix pour le film, parce qu'au début, il y a eu un film de Clone Wars là, en 2007, je ne me trompe pas, 2007 ou 2008. Puis ça a commencé comme ça, dans le fond, Clone Wars. Je pense qu'ils ont fait une mini-série qui c'était un pilote. Là. Puis après ça, l'animation est comme 2D. Là. Elle n'est pas super, mais elle fait la job. Puis après ça, ils ont fait un film sur Clone Wars où est-ce que là, dans le film, c'est un film de 1 heure et demie. Puis ils pourchassent le Count Dooku, dans le fond. Euh, c'est à la fin de l'épisode 2. Là, ils pourchassent le Count Dooku. Puis c'est là qu'Ahsoka, elle arrive. Puis c'est dans cette série-là que
ben, c'est dans ce film-là que Obi-Wan, il remet Ahsoka à Anakin. Puis là, après ça, la saison 1 de Clone Wars, ça suit les histoires de Ahsoka puis d'Anakin qui vont faire des missions ensemble. Mais, parce que la guerre des clones, c'est quand même duré longtemps. Là, fait que, ils en ont pour un petit bout, là, avoir des petites missions on the side. Mais c'est ça, fait que ce que je voulais dire, c'est ça, dans Ahsoka, dans le fond, je trouve qu'ils reprennent très bien là où ils nous ont laissé dans Rebels. Puis même, ils vont faire un bon lien avec Clone Wars. Là. Mais tu sens aussi que Dave Filoni, c'est son joujou. Là. Ahsoka, il la connaît, puis c'est pas lui qui réalise tous les épisodes, mais je pense que c'est pas mal lui qui a scénarisé toute la série. Là, mais t'as l'épisode, justement, c'est l'épisode 5 où est-ce que tu vois Anakin, puis c'est Dave Filoni qui l'a tourné, puis tu sens qu'il y a quand même un amour pour ce personnage-là, puis sur la destinée qu'Ahsoka doit avoir. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite. Je pense qu'on est, on est sur une bonne lancée, là, je pense, avec ça. Puis surtout, Andorre, tu parlais d'Andorre, tu l'as commencé ou tu l'as fini? Je l'ai commencé. J'ai écouté 2 épisodes à date. Okay. Je trouve Andorre, c'est très, très différent là, d'Ahsoka, mais c'est aussi bon, parce que tu vas suivre vraiment Rogue One, puis c'est un prequel aussi à Rogue One, fait que tu suis le côté plus politique, l'espèce de jeu d'espionnage là, entre les Rebels puis l'Empire. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, ce côté-là. C'est sûr qu'Ahsoka, comme je disais, c'est plus la nostalgie des sables laser, des combats qui sont vraiment spectaculaires, qui sont le fun. C'est sûr que ça aurait pu être une coche au-dessus là, du spectaculaire, mais je sens que la saison 2 va nous en faire voir de toutes les couleurs. Oui. Mais tu sais, Andor, moi, c'est la première fois que j'écoute une série Star Wars puis que je vois une vision. Je vois quelqu'un il a un plan puis il sait où il s'en va. Ce qui n'était pas le cas que les autres séries. T'sais. Ouais. Ben non, ça c'est sûr. Dans Mandalorian, comme je disais, c'est juste Din Djarin qui suit des missions, puis il suit sa voie. Sa voie d'être un Mandalorian, de sauver les gens. That's it. Mais tu sais, t'as comme d'autres séries qui s'en viennent. La prochaine, je pense, c'est The Skeleton Crew, qui semble être. Ben là, j'imagine qu'on va avoir un trailer bientôt. Là. Je pense qu'ils ont sorti quelques images. Mais ça semble être une histoire sur des Stormtroopers là, qui vont comme réaliser que hey, on n'est pas fait pour être ici. Qu'est-ce que ça va être du déjà vu, peut-être? Là? Finn, le personnage de Finn dans les derniers films, c'est un peu ça, un Stormtrooper qui. Mais là, est-ce que ça va être, dès le départ, ils vont se réaliser que c'est pas la bonne chose à faire, ou bien on va juste les suivre à l'académie des Stormtroopers, puis je pense que ça va peut-être être ça au début, là. On va suivre une gang de jeunes à l'école des Stormtroopers, puis comme à l'entraînement, là, fait que t'as Jude Law, je pense, qui joue dans la série aussi. C'est intéressant. Fait que, En tout ça autant qu'ils pour fassent dire... pas comme plein d'affaires puis que t'aies pas chaud d'écouter telle chose pour voir telle chose puis comprendre comme Marvel fait. T'sais, Ouais. j'espère qu'ils vont juste faire des choses indépendantes puis que ça va être du bon contenu puis ça va être correct. Là, Ouais, ben tu vois, Ahsoka, je pense que le point faible, peut-être, c'est le fait qu'il faut absolument que tu écoutes de un, Clone Wars pour connaître le personnage, mais aussi Star Wars Rebels pour connaître tous les personnages de la série. Il y a 2 personnages qui ne reviennent pas là, dans la série en live action, mais je pense qu'ils ont des plans pour eux dans la saison 2. Là, j'imagine pour toutes les retrouvailles là, des personnages de Rebels. Mais si tu veux connaître Ezra Bridger, si tu veux connaître Strong, c'est sûr et certain qu'il faut que tu écoutes Rebels. Sinon, tu comprendras rien, puis ça va être plat. Mais tu as aussi les Night Sisters qui apparaissent. Les Night Sisters qu'on voit dans Clone Wars. Ben, on les voit dans le jeu aussi avec Carl Dans Kestis. le jeu aussi, Ouais, exact. Ben, c'est ça, Ahsoka, ce qui est le fun aussi, là, que ce soit dans les manières de se combattre ou dans les manières d'écrire le scénario, je trouve que tu vois beaucoup de choses qui apparaissent dans les jeux. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ils font une espèce de pont entre les deux, là, entre le cinéma et le jeu. Fait que c'est amusant. Fait que ça conclut Ahsoka. Je vous conseille à tous. J'ai regardé aussi. C'est une série qui était sortie bien, bien avant, là, Ahsoka. C'est Vision. Je sais pas si ça dit de quoi. Ouais, je pense que oui. Mais... Vision, c'est Disney Plus qui a sorti la première saison, je pense, ça date de même au début, même avec Mandalorian, la saison 1. Puis Vision, dans le fond, je l'avais jamais regardé. Mais là, il y a 2 saisons. Puis c'est 9
9 épisodes par saison. C'est des courts-métrages animés. C'est Star Wars C'est aussi? vraiment cool. Pardon? C'est-tu Star Wars aussi? Oui, c'est Star Wars, Ok. excuse. Oui, c'est Vision, mais c'est Star Wars Vision. Ok. Dans le fond, c'est des courts-métrages. Il y en a de 10 minutes, il y en a de 15, 20. Ça dépasse jamais 20, là, par exemple. Mais c'est tout animé. Dans le fond, la première saison, c'est 9 épisodes. C'est des courts-métrages vraiment détachés. Là. Ils n'ont aucun lien. Des fois, peut-être tu vas comme entendre un personnage qui a comme rapport avec un autre, mais il y a vraiment zéro lien là, entre les courts-métrages. Sauf que la première saison, c'est tout basé sur de l'animation japonais. Fait que tu as beaucoup d'inside aussi au film japonais. Tu sais, je vais te dire, la première épisode, c'est carrément genre pour faire un inside à Seven Samurai là, de Kurosawa. Puis, tu sais, c'est tout, admettons, à travers la galaxie, c'est des histoires de Jedi. Mais tu sais, c'est pas canon. C'est pas fait, admettons, pour te dire, hey, Léa, la princesse Léa est là. T'sais. Mais c'est juste le fun. L'animation est belle. Puis t'as autant des épisodes qui sont drôles que d'autres qui sont vraiment tragiques. Puis comme, ça passe par toutes les émotions, là, par toutes les gammes d'émotions. Mais la première saison, il travaille avec les meilleurs dessinateurs japonais. Là, fait que c'est vraiment du contenu très stylistique là, accroché à la façon au dessin animé japonais, au manga ou tout ce que tu peux connaître. Là, Akira, mettons, les films Perfect Blue. Ça va vraiment chercher ça. Tandis que la saison 2, ils ont vraiment plus élargi le contenu, là, dans le sens que tu as des épisodes qui vont rappeler l'animation indienne. Il y en a d'autres, je pense, qui travaillent aussi avec les Chiliens, les Italiens. Ça va vraiment aller un peu partout. Puis c'est très beau aussi. Là, c'est plein de couleurs, c'est vif. C'est le fun de voir des combats de laser. Tu as autant des épisodes où est-ce que ça va être des combats de laser, puis tu as d'autres épisodes, ça va être des courses de vaisseaux, des affaires de même. Là. Mais, euh, mais c'était le fun, c'était C'est-tu plaisant. avec des personnages qu'on connaît ou c'est des nouveaux personnages? Ah non, c'est vraiment des nouveaux personnages. Là. C'est carrément des histoires, ben, tu sais, ça existe même pas. C'est comme, tu sais, mettons, on va donner un exemple, le premier épisode de la saison 2, c'est juste une femme, mettons, qui manque un bras. Là. Elle a un bras robotique. Puis elle est avec son robot dans son espèce de maison. Ben, c'est comme son vaisseau là, sur une planète déserte. Puis là, elle fait juste comme réfléchir. Puis là, elle a un gros monologue là, où est-ce que elle essaye de réparer de quoi sur son vaisseau. Puis là, il y a comme la peinture partout. Puis là, c'est vraiment déjanté, c'est vraiment pété là, comme image. Puis là, elle s'en va voyager hors de son vaisseau, là, sur la planète où est-ce qu'elle est. Puis elle va tomber sur 3 sites qui sont juste là. Puis t'as comme le site principal là, qui fait juste lui dire t'es un site, tu dois être avec nous. C'est moi qui t'ai formé. Puis tout. Puis là, elle veut juste s'enfuir. Puis elle dit non, je suis pas un site. Puis tout. Puis là, ils vont finir par se battre au laser. Puis c'est vraiment bien fait. Puis c'est pété dans les couleurs. Puis dans. T'as comme la peinture qui revole partout là, quand ils se battent. Puis à la fin, ben, c'est ça. Ça finit juste que le court-métrage, c'est une quinzaine de minutes, mais c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun à écouter, puis c'est plaisant. Intéressant, ça. Ouais. Je ne sais pas s'il va y avoir une saison 3, par contre. Il n'y a, a pas eu de message à ce sujet-là. Mais tu sais, ça ressemble beaucoup, je trouve, ben, tu sais, Disney est bon là, dans l'animation, puis tu sais, là, ils ont vraiment été travaillés avec plusieurs dessinateurs à travers le monde. Fait que ça se voit, tu sais, tous les courts-métrages ont vraiment des touches, des couleurs, des touches, des styles différents. Fait que c'est vraiment le fun. Mais tu regardes, mettons, une série comme What If de Marvel, tu sais, où est-ce que l'animation, elle reste pas mal la même tout au long des épisodes. Mais là, What If, d'ailleurs, la saison 2 qui arrive le 22 décembre, la saison 2 arrive. Puis ils vont, ils disent, c'est leur cadeau de Noël. Là. Ils font jouer les 9 épisodes comme un par jour. Là. Fait que les 9 épisodes vont tous sortir en Noël puis jour de l'an. Fait que c'est le fun. J'ai hâte de voir. T'sais, What If, c'était le fun, mais on s'entend que
What If, c'est comme le gardien, tu sais, qui change. Ben, tu sais, je t'en avais parlé, là. C'est le gardien qui change comme les événements de l'univers, tu sais, le multiverse. Puis c'est juste le fun de penser que, ah oui, ça pourrait, tu sais, le Black Panther pourrait être Star-Lord, tu sais, comme celui qui s'est fait enlever par les ravageurs. Mais, tu sais, ça reste que c'est pas canon, tu sais, c'est pas des histoires que tu dis, ah, c'est ça dans les films. Tu sais, là, admettons, t'as des histoires dans les comics où est-ce que, tu sais, c'est arrivé, tu sais, admettons, euh, voyons, la blonde de Captain America, là, l'agent Carter, ben, tu sais, Peggy Carter, elle devient Captain America. On l'appelle Captain Britain. Parce que, bon, dans le multiverse, c'est elle qui aurait pris le sérum à la place de Steve, parce que Steve, il est mort avant. Fait que, tu sais, c'est elle qui devient Captain Britain, puis elle a tous les pouvoirs. Puis, tu sais, ça, dans Doctor Strange 2, In the Multiverse of Madness, tu vois dans un autre univers, tu vois que c'est Peggy Carter qui est devenue Captain Britain. Fait que ça, c'est le fun. T'sais. Avec le multiverse, ils peuvent faire beaucoup d'affaires dans les films. T'sais. Mais ça reste que la trajectoire qu'on a suivie, c'est la trajectoire des premiers films. Fait que peut-être que ce qui arrive dans What If, c'est vraiment juste par théorie. Là, t'sais. Fait que c'est le fun aussi de penser que c'est l'animation, tout peut arriver. C'est un peu le cas dans Vision. Il faut que tu aies un esprit ouvert aussi. Là, je le sais qu'il y a des grands adorateurs là, de Star Wars qui capotent là-dessus et qui disaient ah, ça n'a pas d'allure, Star Wars, ça n'a jamais été japonais, ils ne peuvent pas faire ça. Puis... Mais tu sais, faut que tu vois ça d'un autre œil. C'est juste de l'animation, calme-toi. Là. Il y a quelque chose de beau aussi là-dedans, c'est que tu sais, Star Wars, c'est un phénomène international, puis tu sais, chacun va le prendre comme il veut, puis il va comme le recracher comme il veut après, puis il y a quelque chose de beau dans ça que Ah, ben c'est sûr. tu le réapproprier. Il y a tellement de styles à apporter à ça. T'sais, Naruto, tu peux le faire en mode indien, là, si tu veux. C'est pas obligé d'être du manga. Faut que tu gardes un esprit ouvert. Moi, j'ai beaucoup aimé le style de chaque court-métrage. C'était vraiment le fun. Il y en a des moins intéressants là, qui revenaient un peu au même. Mais je parle surtout de la saison 1 où c'était vraiment juste japonais. Fait que, ça se base sur différents styles japonais. Là, mais c'était quand même bien intéressant. Fait que je vous conseille ça sur Disney+. Checkez ça. Yes! Moi, ça conclut ma semaine. Toi, Ben? Absolument. Colin, qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine? Tu vas-tu aller là, voir 14? Ben, s'il joue pas, il joue pas. Il joue au forum, je pense, c'est tout. Colin. T'as-tu vu ça? T'as-tu checké? Ben, moi, il n'y a, rien de nouveau qui joue chez nous. Là. C'est ça qui est triste, c'est que il y a beaucoup de gros films qui sortent, mais ils ne jouent pas nulle part. T'sais. Je le sais que au 10-30 à Brossard, il y a le jeune homme Oui, le film de Miyazaki, là, ouais, il paraît que c'était Oui, écœurant. Ouais. ouais, je pense qu'ils l'ont sorti là. Fait que ça, j'y pense. Là, pour vrai, c'est un film qui m'intéresse beaucoup. En parlant d'animation, c'est un film qui vaudrait vraiment la peine d'être vu au cinéma. Mais sinon, ouais, pour les films un T'avais-tu peu vu, plus. t'avais-tu vu Godzilla Minus One qui est sorti? Il joue au forum aussi. Je pense qu'il joue à Star à Ah oui, Laval, puis il y a une place à Québec, là, mais il jouait juste ah au oui. forum. Ça a l'air fou, raide. Ça a l'air Ça vraiment a bon. l'air, ben, pour vrai, les critiques sont déjantées là-dessus là, en ce moment. Ça a l'air vraiment d'être un bon film de Godzilla. Tu sais, c'est fait par les Japonais, fait que c'est sûr que les autres ils connaissent leur sujet. Mais tu sais, je trouve juste ça comique parce que t'as The Minus One qui sort. Puis là, ça a l'air que c'est super bon comme film. Puis là, ils sortent l'annonce, le trailer de Godzilla Kong, A New Imperium, genre. C'est Puis là, t'es tellement comme. différent en termes de propos, ça fait Ouais. comme ça. Là, Mais tu sais, t'as-tu vu la joke? Que genre, c'est parce que Godzilla, il est plus. Dans les autres films, mettons, de la série là, qu'ils ont fait, Godzilla, il crache, tu sais, ses pics, ils deviennent bleus, puis il crache du feu bleu. Fait que là, OK, c'est cool. Donc là, dans ce film-là, il est rose. Il est juste devenu rose. Puis, tu sais, oui, c'est une femelle, là, je comprends, mais, tu sais, c'est comme la blague. Les gens commencent à dire, ben là, Godzilla est devenu une Barbie. Genre, c'est quoi? C'est pour le Barbie Namer. Genre, ils ont fait ça, mais, tu sais, je ne sais pas à quel point ça va-tu expliquer pourquoi il est rose ou, tu sais, ils l'ont juste fait rose pour, justement, le gag du Barbie Namer, peut-être, là. On le sait pas. Mais, en tout cas, on va voir. Tu sais, j'avais pas détesté Godzilla versus Kong. Mais je trouve dans ces films-là, ce qui est vraiment plate puis absurde, c'est
c'est les êtres humains. Tu sais, c'est comme. Tu sais, les créatures sont le fun, là, les combats, c'est malade, mais le côté humain, c'est dégueulasse. Là. Le dialogue est pourri, puis leurs choix sont vraiment ridicules. Là. Puis, tu sais, il me semble qu'à la base, Godzilla, l'important, c'est l'humanité, tu sais, parce que ça représente la bombe nucléaire, puis c'est l'humain Ah qui ouais, reste qui doit vivre à travers ça. Tu sais. C'est pas de mettre le focus sur exact. Godzilla. Tu sais. Ben non, c'est ça. Mais là, je suis très curieux de voir Minus One. Il joue au Favre? Il jouait au Forum cette semaine, je sais pas s'il joue encore, mais je pense qu'il joue à Laval, puis il joue au Clap à Québec cette semaine. Fait que Que si. je sais pas si ça va voyager un peu, mais tu sais, les films japonais, c'est sûr que ça voyage peut-être pas autant que d'autres, là. Ouais, mais je suis pas mal. Ben, si ça a eu un gros impact, je pense qu'il va se retrouver assez rapidement là, sur les sites de streaming, J'espère. possiblement Netflix, J'espère. espérons-le. Mais très intéressant tout ça. Mais Poor Mais Things, on sinon, check ça. Je sais pas si ça joue, mais on va checker. mais Poor Things, je pense que c'était prolongé la sortie au 15, non? Je pense que oui, c'est ça. Fait que peut-être, possiblement. Parce que là, pour vrai, il n'y aura pas de sortie de nulle part sinon. Là, tu sais, je sais que chez nous, la grosse nouveauté de la semaine passée, c'était Beyoncé. Tu sais, je veux dire, Ouais. la Renaissance. Je comprends que c'est peut-être bon, là, mais c'est pas ça qui va aller chercher le plus de public. Là. Tu sais, t'as Silent Night de John Who, là, que ça Ah, a l'air mais que c'est bien ordinaire. Dream Scenario, il joue à Brossard cette semaine. Ah, c'est vrai? Ils l'ont amené Wow. là? Ouais, ils l'ont mis là. Bon, ben ça, c'est le fun. Je vais peut-être aller voir ça. Checker ça, le cinéma. Mais moi, cette semaine, je m'en vais à Cinémathèque. Je vais sûrement aller voir Fallen, les Feuilles mortes pour vrai cette semaine. Ça fait Oh, 3 semaines que je veux y ok, aller, mais cool. j'ai pas été encore. Je vais peut-être Ouais, à qui mardi Kaurismäki? à Kikoris Maki. Puis mercredi, je vais aller voir Claire Denis, Beau travail de Claire Denis. Il paraît qu'il est un des plus grands films de tous les temps. Fait que, Ça a l'air que c'est bon, oui. ouais, fait que je vais aller J'ai voir ça à jamais vu. Cinémathèque. Checker ça mercredi soir, si ça vous Ben, tente. Colin. Ben, écoute, des beaux petits projets, ça, pour la semaine prochaine. Moi, j'ai pas d'idée. Ça va être free for all. De l'impro. C'est On sûr fait que de l'impro cette si semaine. Poor Things sort quelque part, ça serait le fun de se faire un petit spécial de l'Antimos à checker un des autres films, là, mais Ça serait le fun. on n'est pas dépendant de ça. Je sais pas. Là. On, Je sais pas. on regarde ça de près. Ouais. On se tient au courant, mon Benz, puis c'était tout à Qu'est-ce que tu regardes?